Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue sur je crois que c'est le 17e épisode de Talkie Oui Oui, ça commence à devenir un vrai rendez-vous. Et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Mathieu Renaud. Bonjour, Ça va Mathieu? salut, très bien. Alors Mathieu, je dois te dire, je ne l'ai pas dit encore en off, mais c'est un vrai honneur pour moi de te recevoir parce que tu as participé grandement à ma politisation. Vraiment, on va en parler tout ça, mais avec les articles de Revue Période, vous m'avez ouvert à une autre manière de voir le marxisme et surtout aux visions, on va dire, extra-européennes. Et c'est les sujets qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te présenter très vite. Tu es maître de conférences en philosophie à Toulouse, c'est ça. Tu es aussi philosophe. Tu t'intéresses dans le monde académique au rapport de la philosophie au monde extra-européen, à l'histoire impériale des savoirs et leur appropriation par les dominés, et aux traditions hétérodoxes du marxisme. Ça va pour l'instant ? C'est très bien. Tu as été très productif. Tu as écrit notamment ces livres-là. Tout d'abord, Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale aux éditions Amsterdam en 2011. Ensuite, L'Amérique de John Locke, l'expansion coloniale de la philosophie européenne aux éditions Amsterdam. J'ai plus exactement la date. C.L.R. James, ensuite on a C.L.R. James, La vie révolutionnaire d'un Platon noir. Alors Platon noir entre guillemets, on va y revenir parce que ça a été on peut y revenir. Ouais, ça a été critiqué par certains, le truc de Platon noir, alors que tu le mets vraiment entre guillemets. Ça, c'était À la découverte en 2016. Ensuite, un livre que moi j'ai adoré, L'Empire de la Révolution, Lénine et les musulmans de Russie, aux éditions Sileps de 2017, où ça parle des relations entre les bolcheviks, la question musulmane, mais aussi plus largement la question nationale. On va discuter de tout ça. Ensuite, W.E.B. Du Bois, Double conscience et conditions raciales. On va revenir aussi sur ça, sur la double conscience. Ça, c'était aux éditions Amsterdam, avec Magali Besson. Et enfin, tu as sorti 2 derniers livres. Kollontai, Défaire la famille et refaire l'amour. Là, tu as coécrit, je l'ai ici, avec Olga Bronikova. C'est le dernier que j'ai lu. Ça, c'est aux éditions La Fabrique. On va venir sur ça. Et enfin, ça, je l'ai découvert hier, il y a le livre Maître et esclave, archives du laboratoire d'analyse des mythologiques de la modernité, aux presses du réel 2024. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ça ? C'est quoi ce livre ? J'en ai pas entendu parler. Celui-là, c'est un projet assez spécial qui part d'une analyse des reprises de ce qu'on appelle en philosophie la dialectique du maître et de l'esclave. D'accord. Mais qui, au bout d'un moment, et notamment de ses relectures minoritaires, on pourrait dire marxistes, féministes, antiracistes, mais pas seulement. Et l'idée, au bout d'un moment, c'est de dire c'est quand même un corpus étrange, tout le monde répète la même chose, transforme un même récit. C'est-à-dire, on peut l'analyser comme si c'était un mythe, mais un mythe de la modernité. Donc, j'ai repris des outils de l'analyse mythologique, comme si c'était une sorte de produit exotique d'une culture autre. Voilà, donc avec un dispositif théorique assez inhabituel chez moi, donc je ne sais pas exactement quoi faire après, mais c'était un peu un jeu aussi. Voilà, c'est comme ça que s'amusent les philosophes. Ouais, en fait, c'est aussi un truc très académique en même temps, parce que c'est mon manuscrit d'habilitation à diriger des recherches. D'accord. C'est ce qui me permet après de diriger des thèses. Mais ça aurait été insoutenable comme une thèse, par exemple. D'accord. Il n'y a pas de citation, il y a des détournements des propos. Bon, c'est un truc étrange. D'accord. J'imagine que c'est pas très accessible. Si on s'y connaît pas trop en philo, c'est pas le plus simple. Après, j'ai un article qui est en anglais sur la question dans la revue Radical Philosophy, qui était plus classique, mais qui relie Hegel, ses réécritures de la dialectique de maître et d'esclave chez Fanon, Angela Davis et d'autres. D'accord. Donc ça fait beaucoup et tu t'arrêtes pas là parce que tu as aussi été membre du comité éditorial de la revue Période, la revue dont je fais toujours la pub. Les gens allaient lire, même si le site est devenu un peu inaccessible, mais c'est très simple. Vous allez sur la barre de recherche et vous tapez un mot-clé, vous allez trouver des articles, notamment si vous tapez... Des articles qui sont piratés, non ? Ouais, je sais pas, il y en a, mais en fait, tu peux quand même les retrouver. Moi, j'ai retrouvé des articles à toi. Tu as écrit notamment sur Lénine, tu as écrit aussi sur Sultan Galiev, on va en parler, ou sur Paul Robeson. Moi, la première question que je me pose, c'est comment on fait pour être aussi productif et surtout parfois avec des personnages assez différents, que ça aille de Kollontai à W.E.B. Du Bois. C'est quoi ta méthode ? Tu prends une personne, tu vas le lire pendant 2 ans et tu essayes de sortir quelque chose de ça ? C'est un peu ça. Une tendance à me focaliser sur des corpus pas forcément étroits, mais pas trop élargis. J'ai une facilité, parfois je le regrette un peu, plus de facilité à travailler sur un auteur, une autrice, que de travailler sur un thème et d'aller fouiller. Ça permet de circonscrire un corpus plus facilement. Fanon, c'était pas énorme en termes d'écrit, et Fanon, c'est une thèse, donc j'ai plutôt travaillé 4-5 ans.
Mais sur certains autres corpus, c'est comme ça que je fonctionne. Après, Fanon, C.L.R. James, W.E.B. Du Bois, c'est pensée anticoloniale, antiraciste, caribéenne, africaine-américaine. Il y a une continuité qui permet ça se renvoie les uns les autres. Il y a une autre filiation, histoire un peu coloniale ou histoire mondiale de la philosophie classique avec Locke, qui est quelque chose que je fais. Enfin, il y a des grands axes, mais finalement, tout se répond à la fin. Ouais. Et tu t'intéresses aussi, oui, on va le voir, mais au marxisme extra-européen, comme disait Fanon, de distendre le marxisme, on va y venir sur ça. Tu as dit que le livre de Fanon, c'était tiré de ta thèse. C'est quoi en gros ta formation? C'est quoi, tu as fait philo direct? Moi, j'ai une formation au départ d'ingénieur. D'accord, ok. Que j'ai pas arrêté en cours de route, que j'ai fini, mais en m'inscrivant en licence de philo à distance à Nanterre. Ouais. Voilà, j'ai fait la licence. Après, j'étais censé travailler, mais je travaillais pas trop. Et j'ai quand même réussi à finir le master. J'ai fait une thèse, tout ça un peu dans mon coin, en travaillant par contre là à côté, sans financement. Ok. Et en 2011, j'ai t'as fait une thèse en autofinancement? Ouais. D'accord, ok. Ouais, je travaillais à Maison. Je suis dans le même cas, donc. Maison des sciences de l'homme, pas loin. Okay, et ça n'a rien à voir avec la thèse, à mi-temps. Et puis après, j'ai mis 3-4 ans à avoir un poste, et c'était un peu coup de chance à Paris 8, à Saint-Denis, sur un poste qui était le premier ouvert. On va dire un poste en philo, le premier ouvert à des questions postcoloniales. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une de la philo et ensuite de te diriger sur les trucs postcoloniaux parce qu'en plus, je veux dire, toi, c'était dans les années 2010, même avant les années 2000, ça commençait à émerger, mais c'était pas non plus très populaire à l'époque. Alors, j'avais fait un mémoire de master de ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, sur Foucault. Mais au départ, ça devait être autre chose. Ça devait déjà être une question sur le racisme, à partir d'un corpus plus classique, qui était du Hannah Arendt et du Colette Guillaumin. Enfin, Colette Guillaumin, c'était pas si classique que ça. J'avais arrêté, et je crois que c'est en M2, j'ai suivi un cours de Étienne Balibar et Bertrand Gilvy, mes enseignants, qui était un cours de psychanalyse et politique, avec Bertrand Gilvy qui relisait le discours de la servitude volontaire, comme si c'est un texte de philosophie politique, comme si c'était un texte de psychanalyse, et Balibar qui lisait Freud comme Psychologie des foules, comme si c'était un texte de politique. D'accord. Et dans la bibliographie de ce cours, il y avait une référence à Fanon. Ouais. Voilà, ils en ont pas parlé, mais ils l'avaient mis parce que Balibar s'y intéressait un peu, peau noire, masque blanc, machin. Et donc, je l'avais lu. Et chez ma sœur, chez qui j'habitais à l'époque, c'est que des hasards. Il y avait un exemplaire des Damnés de la Terre que j'ai lu, c'est comme ça que j'ai commencé. On appelle ça le Mektoub. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Après, il y avait le mémoire sur Fanon, il n'y avait pas grand-chose en français. 2006, il n'y avait rien. Quasiment rien. Par contre, c'est là que j'ai découvert la littérature anglophone postcoloniale sur Fanon, et c'est de là que c'est parti, en disant qu'il y avait un grand chantier, avec les encouragements d'Étienne Balibar qui m'a dit il y a vraiment un truc à creuser, donc il ne faut pas hésiter à y aller. D'accord. Et après, tu as décidé de faire la thèse sur Fanon. Et à côté de ça, est-ce que tu as eu des engagements politiques? Comment ça se fait? Là, tu nous parles du postcolonial, mais la rencontre avec le marxisme, comment elle s'est opérée? Elle vient après avec des rencontres, en particulier avec les gens de la revue Période qui ont joué un rôle assez important, en fait. Ah oui, mais pour moi, c'est central, la revue Période. Assez déterminant, voilà. La rencontre avec les personnes qui l'ont lancé, aussi un intérêt assez académique, on va dire, assez universitaire. C'est que ce qui m'a intéressé pas mal sur Fanon, c'est ce que devenaient des théories nées en Occident, et en particulier des théories de l'émancipation qui étaient nées en Occident, quand elles sont reprises en dehors du monde occidental, en contexte colonial. Avec Fanon, c'était beaucoup de psychanalyse, mais aussi déjà de Marx, et d'où cette idée de Fanon de distendre le marxisme. Donc il y avait tout un truc comme ça, et je me suis dit, c'est quoi le savoir de l'émancipation qui a connu la plus grande extension à l'échelle mondiale, malgré l'eurocentrisme qu'on lui impute tout le temps? C'est le marxisme. Il y en a partout, et à chaque fois, c'est des refontes de la théorie marxiste à différents degrés, et les fois où il a été plaqué sur des contextes non occidentaux sans être revu, c'est là que c'est un peu des catastrophes. Mais là, quand on a essayé de copier-coller. Voilà, des modèles d'industrialisation, de développement à outrance, ça a pas copié. Voilà, le copier-coller n'a jamais fonctionné, sauf que c'est pas l'esprit des grands théoriciens marxistes, on va dire, de faire du copier-coller, analyse concrète de la situation concrète, Lénine, enfin, qu'il y a de théories marxistes, il y a de théories marxistes que s'il y a du renouvellement permanent de cette théorie-là, jusqu'à quel point, et voilà. Donc je me suis dit, voilà le corpus qu'il faut, c'est ouvert
c'est une pensée de l'émancipation qui a une extension sur tous les continents, avec des effets de transformation. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est transformation de savoir européen aussi, parce que voilà, mes compétences linguistiques font que je travaille sur des corpus francophones, anglophones, hispanophones à la limite, mais je ne suis pas capable de travailler sur d'autres choses. Et là, vraiment, on a une théorie qui se transforme en permanence dans des contextes et à des fins d'émancipation qui se transforment théoriquement, mais du point de vue de la stratégie. Et la stratégie influe en retour sur les théories. Sur la théorie. Et ça s'alimente, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans les personnes dont tu t'intéresses, c'est aussi des gens qui sont aussi dans la pratique, quoi, qui ne sont pas seulement dans la théorie et qui ont milité aussi en tant que personne et qui s'alimentent aussi d'autres savoirs. Fanon, c'est évident, c'est tous en fait. Du Bois, ça l'est aussi. C.L.R. James, encore plus, théoricien, encore plus, pas plus, d'une autre manière, j'allais dire, encore plus dans les organisations marxistes, on va dire, mais pas plus en tant que tel. Là, je dévie un peu, mais sur un travail que je mène en ce moment sur Edward Said et la Palestine, c'est un peu la même logique. C'est qu'il y a un Said qu'on connaît, Edward Said, pour ses travaux sur l'orientalisme, culture impérialisme, qui sont des travaux qu'on considère universitaires. Et d'un autre côté, il y a un Said méconnu, le militant pour la Palestine. Et en fait, j'essaie de montrer que les deux sont intimement connectés, que l'orientalisme, c'est un texte polémique. Et d'ailleurs, le Saïd, quand il devient militant et qu'il est critique du sionisme, fait des références à toute une littérature marxiste et beaucoup plus marxiste qu'à d'autres moments. Tu voulais répondre à ça, Edward Said, c'est qui à la base d'ailleurs, Edouard et Saïd qu'on écrit sans les SAID simplement, qui est un intellectuel américano-palestinien qui a vécu qui a enseigné toute sa vie à Columbia, à New York, qui a écrit un livre très connu, qui est considéré souvent comme fondateur des études postcoloniales, qui s'appelle L'orientalisme en 78, et qui a aussi été un militant de la cause palestinienne après la guerre des 6 jours. Et il est né à Jérusalem, ils ont été expulsés avec sa famille, ils sont partis en catholique, il me semble, chrétien. Oui, chrétiens, palestiniens chrétiens expulsés, ils sont partis en décembre 1947, après l'annonce du plan de partage et du départ des Anglais, avant qu'il y ait l'expulsion, avant qu'il y ait la Nakba, l'expulsion en masse des Palestiniens. Donc il y a une grosse production, il est plutôt en littérature à la base. Mais, voilà. Et c'est vrai que beaucoup connaissent que l'orientalisme et le limite au monde académique et on efface un peu son engagement politique. Il a écrit l'orientalisme en 78. En 79, il publie un texte qui s'appelle La question de Palestine, qui est traduit en français, très dur à se procurer, et qui est complètement oublié à côté de l'autre. Alors que c'est un texte qui, théoriquement, politiquement, bien sûr, c'est plus immédiatement lié à la question, aux questions politiques, mais qui, théoriquement, est très intéressant aussi. L'Orient créé par l'Occident, oui, c'est toutes ces thèses-là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont particulièrement marqué dans ton parcours académique et dans ta jeunesse, qui t'ont donné envie aussi de s'intéresser à ça? Il y a eu Fanon. Est-ce que, par exemple, là, tu as travaillé sur W.B. Du Bois, alors moi j'ai un accent catastrophique. C.L.R. James, ça fait partie des gens qui, dans ton parcours académique, t'ont marqué, ou c'est après que tu les as découverts? Dans mon parcours de formation, tu veux dire? De formation. Non, de formation, il n'en a jamais été question. Il y a des choses qui m'ont marqué, il y a des enseignants qui m'ont marqué, Étienne Balibar et quelques autres. J'ai des auteurs qui m'ont marqué, mais j'ai une formation finalement en philo assez classique. Et ça vient après, et par des lectures qui sont souvent pas des lectures en philo. On ne peut pas travailler sur ces questions-là et dire que de la philosophie, même si maintenant il y a beaucoup plus de choses intéressantes, mais en lisant de l'histoire, de l'anthropologie, c'est comme ça, des figures qui m'ont marqué, mais ça n'a absolument rien de très original. Foucault, c'est comme au moment de la découverte, Michel Foucault, de la découverte de la philosophie, Marx à un autre moment, mais un Marx déconnecté de tout un corpus marxiste non occidental à cette époque-là. Voilà, c'est des références assez classiques finalement. D'ailleurs, Foucault, il y en a certains qui disent anti-marxiste. T'en penses quoi? Ça dépend les lectures qu'on en fait. C'est-à-dire, on peut faire une lecture marxiste de Foucault si on prend Foucault tout seul, pour moi. D'accord. Oui, ça dépend de ce qu'on en fait, de ce savoir. Pas marxiste, il y a des lectures absolument anti-marxistes de Foucault. Il y a à peu près de tout. Alors, c'est un bon auteur parce qu'il permet, de ce point de vue-là, une ouverture à des interprétations concurrentes, divergentes. C'est
C'est ça, je me prononce pas, j'ai des amis, il faut qu'elle dise. Il y a aussi une figure, on va y venir, c'est une figure importante aussi dans ton parcours, et t'en parles, il y a des articles sur ça et tout, c'est Lénine. Est-ce que pour toi c'est aussi central, Lénine? Est-ce que pour toi c'est une figure qui mérite encore son importance, ou surcoté, Lénine? Non, pas surcoté. Sous-côté. moi, je suis du côté de... Sous-côté parce que plus personne le lit quasiment, donc, il me semble. Or, il y a toute une... sur la question nationale et la question coloniale, bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, en centrant sur la question musulmane en Russie, parce que pour les échos aussi, en pensant à la situation de l'empire de la contemporaine, c'est les moments de critique de l'islamo-gauchisme, des choses de ce type-là. Il y a ça un peu en fond, sans vouloir tout plaquer, une situation contemporaine sur la Russie du début du siècle. Ouais. Mais il y a un peu de ça, et de montrer qu'il y a une ouverture sur ces questions-là chez un grand leader révolutionnaire comme Lénine, très importante, avec des limites, hein, évidemment. Il y a eu des moments où des formules extrêmement ambiguës, on pourrait dire, sur ce qu'il appelle un moment, et je pense que toute la contradiction est là-dedans, une centralisation. Ce qu'il faut viser, c'est une centralisation non impérialiste. D'accord. Mais il peut y avoir centralisation à tous les niveaux, hein, économique, du pouvoir, etc., qui ne reproduisent pas des formes d'impérialisme. Et on voit bien tout le problème qu'il y a eu sur l'Asie centrale à l'époque, ce qu'on appelait le Turkestan musulman, après la Révolution russe, qui était une partie de l'Empire russe. Et Lénine a un propos extrêmement décolonial sur l'Empire, sur ces régions-là, en disant il faut ruiner tout ce qu'a fait l'Empire. Il faut donner de l'autonomie aux populations musulmanes là-bas. Mais en même temps, ce qui l'énerve un peu, c'est qu'il y a des intellectuels qui viennent de là-bas et qui le contredisent. Ça, il a quand même du mal ça passe pas très bien. Et ça l'embête aussi de mettre à mal tous les circuits économiques qui étaient en place. On ne se libère pas de l'impérialisme comme ça. Il y a des grands voies de chemin de fer avec des exploitations, de la monoculture, qui est un truc colonial par définition. En fait, il ne sait pas comment s'en débarrasser à une période de grande pénurie et de difficultés économiques de la Russie soviétique, assaillie de toutes parts par les puissances. Ça, faut le prendre en compte aussi. C'est plus facile de décoloniser s'il n'y avait pas les pressions venues de l'extérieur, et de l'Occident en particulier, des Anglais en Asie centrale. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très complexe, mais avec un véritable effort et surtout une véritable réflection sur la question coloniale. Il y avait des débats extrêmement riches. C'est le sujet surtout du livre de l'Empire de la Révolution, c'est ça, où on traite de cette question en fait musulmane, parce que c'est pas seulement une question religieuse, elle fait partie de la chose dans les problématiques qu'il y a, mais c'est aussi une pratique coloniale. C'est une question coloniale parce qu'il y a une colonisation de l'intérieur en Russie et la question nationale. Et ce qu'on voit, c'est que Lénine n'a pas d'emblée une position déterminée, mais qu'il y a des gros débats en interne. Et c'est quoi? Il y a d'un côté Sultan Galiyev, qui est plutôt pour la décolonisation totale et l'autonomie, et de l'autre côté, c'est les gens plus proches de Staline, c'est ça? Il y a tout un débat entre Staline et Sultan Galiyev, parce que Staline est commissaire du peuple aux nationalités. Donc, dans ce débat-là, après, il déraille assez vite. Hein, donc, le cas Sultan Galiyev. Alors pour le présenter très vite, Sultan Galiyev, c'est un communiste musulman tatar. Donc c'est pas l'Asie centrale, c'est plus près du centre, plus près de Moscou. C'est des populations. L'Asie centrale avait été colonisée très tard, hein, au 19e, fin 19e, tandis que le Tatarstan, c'était depuis longtemps dans l'Empire russe, pardon. Et Sultan Galiyev vise, sans toujours le nommer, parce qu'il a affaire à tout le pouvoir soviétique au parti, mais une indépendance, une autonomie complète des régions musulmanes de l'Empire russe. Dans un projet, malgré tout, socialiste, communiste, sous la forme d'une fédération des républiques indépendantes et une république du Tatarstan, avec à côté, il y a les Bachkirs. Bon, c'est un peu ça, donc, mais il y a tout un ensemble de communistes nationaux. Et au départ, l'idée, alors pour dire, c'est les éditions Sileps m'avaient demandé si je pouvais faire une entrée pour un dictionnaire de 1917 qui ne s'est jamais fait finalement sur le communisme musulman à partir de Sultan Galiyev et d'autres. Le projet s'est pas fait. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire un petit livre à l'occasion de 17? J'ai dit, en fait, je peux pas. Il y a un corpus qui est pas assez traduit. J'ai pas les moyens
de le faire. En plus, il écrit un peu en tatar avant d'écrire en russe, donc là, c'était encore plus impossible. J'ai dit ce que j'ai en main, c'est Lénine, j'ai les œuvres complètes, je peux aller rechercher toutes les références, il n'y en a pas tant que ça, et travailler sur ce corpus-là. C'est comme ça que j'en viens à Lénine. Mais au fond, tout aussi intéressant, voire plus intéressant, c'est ce qui est produit par les intellectuels militants des périphéries. Et ça vaut pour le communisme tatar, mais en fait, il y a un communisme ukrainien, national ukrainien à l'époque aussi. Et tout ça n'est pas très lié. D'ailleurs, les Tatars et l'Asie centrale ne sont pas liés vraiment les uns avec les autres. Et que c'est aussi ce corpus qu'il faudrait redécouvrir parce qu'il y a vraiment de la pensée. Et en fait, les pires dans tout ça, il y a c'est les communistes des Blancs, moscovites ou de Saint-Pétersbourg, des périphéries. Plus que ceux du centre, plus que ceux de Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est les colons, en fait. C'est les communistes colons, parce qu'il y a un communisme colonial qui, on peut dire, c'est pas du communisme, mais voilà, il y a des organes blancs du Parti communiste dans les périphéries musulmanes qui n'ont aucune intention de partager le pouvoir ou de donner la moindre initiative aux communistes non blancs. Voilà. Mais alors, comment réagit le clergé musulman ? C'est là qu'on voit qu'il y a différentes stratégies opérées par les révolutionnaires, les bolcheviks, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, et on voit que, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui avec des marxistes très anti-religieux, là, sans être pro-religion, il y avait un truc plus pragmatique, il me semble. Notamment, on l'a vu avec le congrès de Bakou, on essayait parfois avec un peu d'hypocrisie, de mobiliser des références islamiques pour mobiliser les musulmans de Russie. Congrès de Bakou, il y a déjà pas mal d'hypocrisie parce que c'est un moment où en fait ils ont déjà écrasé quelques communistes musulmans, ils les ont écartés de la scène. C'est bien de le rappeler parce qu'il y en a certains qui le mobilisent en mode un peu idéalisé le Congrès de Bakou, mais je pense qu'on peut un peu idéaliser parce que c'est déjà énorme par rapport à ce qu'on pourrait voir maintenant. Mais c'est surtout ce qui était là avant, qui est à mon sens le plus intéressant. Le fait est que les bolcheviks, ils étaient intransigeants avec la religion, mais en fait avec les orthodoxes. Pas avec les autres. Certains, oui, mais pas Lénine et pas d'autres. En gros, il disait, Lénine l'a jamais dit en tant que tel, mais sur ce point-là, à mon avis, il était entièrement d'accord avec Sultan Galiev. C'est que comme il y a des nations oppressives, il y a des nations opprimées. Et il y a des nations opprimées, il y a des religions des oppresseurs et des religions des opprimés, et on ne peut pas les mettre sur le même plan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les traiter de la même manière. L'islam, en l'occurrence, est une religion d'opprimés pour Lénine, qui a dit à plusieurs reprises, en accord cette fois-ci, avec quelqu'un qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Narimanov, c'est l'Azerbaïdjan, aujourd'hui. Et en gros, il disait, il ne faut pas offenser les sentiments religieux nationaux, et comme partie des sentiments nationaux des minorités, parce que ça va se retourner contre nous. Peut-être c'est un argument purement stratégique de sa part, on ne sait pas. Il dit, c'est sûrement pas comme ça qu'on va les gagner à notre cause, donc il ne faut surtout pas faire ça, parce que ces populations-là ont vécu dans un empire pendant des siècles, une prison des peuples, c'est une expression courante qu'il reprend, et donc ils ont une méfiance quasi instinctive vis-à-vis des Russes venus du centre, ou des Russes qui sont des Blancs, en gros, et il faut gagner leur confiance. Et gagner la confiance, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il va y avoir des résistances, il faut s'y attendre, et il n'y a rien de plus normal. Et donc, il faut faire ce qui en sort. Voilà. Sauf que Lénine, au fond, a quand même... aimait pas trop, c'est ce que j'ai dit avant, qu'il y a des intellectuels musulmans en l'occurrence, parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé, qui tentent d'aller plus loin que ce qu'ils faisaient. Ils voulaient quand même garder la maîtrise du processus. Ça me fait aussi venir sur la question religieuse, et il y a un peu parfois des marxistes bas du front qui, pour eux, la lutte antithéiste est la priorité. Et là, on voit qu'il y a une autre perspective qui n'est pas forcément l'idée d'une adaptation au communisme, d'un communisme islamique, mais plutôt l'idée que, mais de toute manière, si on installe le communisme, ces personnes-là qui seront musulmanes n'auraient plus besoin d'avoir cette spiritualité, cette religion, parce que cette religion, c'est parce qu'ils sont déprimés, ils ont une mauvaise vie. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, plutôt que de dire c'est un communisme qui est adapté au monde islamique. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas de développement là-dessus, en tout cas,
Chez Lénine, qui ne se pose pas trop la question d'un dépérissement. Je pense que Sultan Galiev dit en tout cas que le point de vue de la spiritualité musulmane peut être réinvesti, va se réinvestir, on ne sait pas trop comment, dans le projet communiste et va le nourrir. Il y a des formes d'énergie où il y a même des modèles sociaux et des modèles communautaires qui peuvent être pris. Lénine, lui, il ne connaissait rien, tout simplement. Il va pas avoir un avis donc dessus. C'est simple, il a un truc et qui lui vient de loin, je crois, en gros, de détestation du chauvinisme. Ouais. Du chauvinisme grand russe. Peut-être que parce que lui-même venait d'une périphérie de la Russie, une haine du chauvinisme, mais ça ne va pas plus loin, pas une connaissance de l'autre. Voilà. Chez Sultan Galiev, ça va plus loin sans qu'on sache exactement quel a été le projet, mais dans certains textes, il va dire voilà ce qu'on peut reprendre. Et au final, malheureusement, le point de vue de Sultan Galiev va être écarté. Ah ouais, mais il est écarté assez vite, il est écarté dès le début des années 20 parce que voilà, il prend trop d'initiatives, il est pas très fiable, on considère que c'est en plus c'est sûrement vrai. Il a commencé à négocier avec des ennemis du pouvoir anti-bolchevique, clairement anti-bolchevique, ce qui est sûrement vrai, mais ce qui est sûrement vrai à partir du moment aussi où pas mal de ses espoirs avaient été déçus. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait été rebuté à plusieurs reprises, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il part dans d'autres directions et il commence à se lier avec d'autres et à vouloir fonder une internationale coloniale, mais qui est une internationale non blanche, on pourrait dire, mais qui range du coup le pouvoir soviétique avec les pouvoirs coloniaux. Parce que... Qui est comment dire, qui n'est pas une tricontinentale, mais qui est vraiment une forme d'internationale coloniale opposée au monde industriel, au monde capitaliste comme étant le monde blanc. Mais c'est la fin, avant qu'il se... Il me semble que lui, il apporte aussi une nouvelle vision, c'est l'idée que la révolution ne viendra pas de l'Occident, mais des populations du Sud, c'est ça ? Ouais, c'est son idée assez vite et qui a du mal à passer auprès de certains, c'est qu'il dit la révolution en Occident a échoué, enfin, à part en Russie, qui est la frontière. De toute façon, pour lui, la Russie, c'est l'interface entre les deux. D'accord. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. D'abord, le pouvoir soviétique s'est tourné vers l'Occident, vers le monde capitaliste, et ça n'a pas marché. L'Allemagne, ça a échoué et tout. Et donc, il faut se tourner entièrement vers l'Orient. Et c'est de l'Orient, en gros, les énergies révolutionnaires ont reflué en Occident. Il y a un stock énorme d'énergie révolutionnaire dans le monde colonial en Orient. Or, les musulmans de l'Empire russe ou de l'ex-Empire russe sont vraiment situés entre les deux et seront les plus à même de convertir ou de traduire mutuellement les attentes et les revendications des uns et des autres. Donc, ils doivent être à l'avant-garde. C'est eux l'avant-garde. C'est la thèse de Sultan Galiev qui ne plaît pas à beaucoup, mais au fond, Lénine dit quand même, dit pas que bien sûr, les communistes musulmans doivent être à l'avant-garde, mais il dit quand même, c'est vrai, ça a pas marché pour l'instant en Occident, il faut se tourner vers le dit Orient, et c'est à partir du deuxième congrès de l'Internationale communiste, fin de 19, si je ne me trompe pas, et de ces années-là, qu'il y a vraiment une politique anticoloniale de la part du pouvoir soviétique. C'est une question qui me vient là comme ça, parce que par rapport Lénine, par rapport à la question musulmane et des nationalités, est-ce que tu as travaillé un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça c'est un peu un truc qui est critiqué chez Lénine, sur Lénine, le rapport, pas à la question musulmane, mais plutôt aux questions juives, notamment le rapport avec le Bund. J'ai pas spécialement travaillé sur la question. Après, le rapport de Lénine au Bund va être une période, je pense plus le Lénine de la fin du 19e, toute fin peut-être déjà, et le début, les années 1900. Or, le Lénine de cette époque-là n'est pas le Lénine anti-impérialiste, enfin, ça se dit pas, mais anticolonial d'après. D'accord. Et en fait, à cette époque-là, ça l'énerve un peu, tous les trucs nationaux. D'accord. Et là, le Bund est considéré comme un mouvement d'une organisation nationale qui ne comprend pas entièrement. Mais le vrai déclic pour Lénine, déjà, il commence à changer au début des années 10. Ouais. Parce qu'avant, l'intégration des revendications d'autodétermination nationale dans le Parti social-démocrate et dans le Parti bolchevique après, c'est un peu de forme. En gros, on inscrit ça au programme, mais on s'en fiche, on le fera jamais. C'est juste pour faire joli, c'est symbolique. Après, à partir des années 10, ça devient sérieux. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, pour lui, Première Guerre mondiale, c'est la guerre impérialiste. Et donc, le mouvement révolutionnaire, mouvement communiste, sera un mouvement anti-impérialiste par définition.
il faut aller puiser dans tous les... et là, une partie de la classe ouvrière privilégiée a trahi, c'est rallié à l'effort de guerre, et donc il faut revoir c'est quoi le sujet de classe, c'est quoi le sujet révolutionnaire. D'accord. C'est plus un prolétariat donné, c'est un sujet qu'il faut reconstituer, et qu'il faut reconstituer à partir, bien sûr, du prolétariat qui reste le cœur, le vrai prolétariat, mais aussi éventuellement d'éléments dits petits bourgeois dans les colonies, mais qui sont animés d'une haine du capitalisme et d'une haine des pouvoirs, des puissances occidentales très forte. Et en gros, c'est là que naît l'idée chez Lénine, à mon sens, que toute révolution doit être impure et ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de révolution qui soit pure. On a défini quels seraient les bons révolutionnaires, ceux qui sont respectables et qui vont mener la révolution, parce que les révolutionnaires respectables, en fait, ne la font jamais. Donc, à partir de là, ils changent. Donc, je pense que la position sur le Bund, elle aurait pu... Voilà, c'est difficile de l'attribuer au dernier Lénine. C'est là où on voit les spécialistes, c'est qu'ils sont en mode Lénine, tu me parles de quel Lénine? Le jeune Lénine? Le Lénine de quelle période? Et ça m'amène aussi sur la question nationale, et ça, j'ai l'impression que parfois c'est mal compris, même encore aujourd'hui, quand on voit la position de certains sur la Palestine. C'est quoi l'idée de Lénine? C'est la position par rapport à la question nationale, c'est que sur les territoires colonisés, les populations du Sud, il ne peut avoir de révolution prolétarienne avant l'indépendance nationale, c'est ça? Il a une vision... là encore, je vais être obligé de le diviser. Non, mais si on prend la vision la plus classique, il la remet en cause, mais pas entièrement. C'est qu'en gros, avant la révolution socialiste, il y a une révolution bourgeoise démocratique. D'accord. En général. Et la révolution bourgeoise démocratique, c'est aussi la fondation d'un État-nation. Or, c'est bien beau de nous, pays qui avons déjà des États-nations, dire qu'il n'y en a pas besoin et qu'il faut passer à l'internationalisme tout de suite. Il dit, sauf que ceux à qui on n'a pas laissé le choix, qui n'ont jamais eu leur État-nation, il faut leur laisser la possibilité de le faire. Ce n'est pas à nous d'en décider. Et ils se rendront compte éventuellement par eux-mêmes qu'il faut passer, et très vite, qu'il faut passer au stade d'après. Mais on ne peut pas décréter depuis la position, nous, on a notre État. On ne peut pas dire aux autres qui n'en ont pas, ça ne sert à rien, vous verrez, c'est nul, il faut dépasser le truc. Donc, c'est l'autodétermination. C'est le principe de l'autodétermination, c'est à eux de décider, dans un premier temps. Bon, après, ça n'a pas toujours été entièrement réalisé non plus. Mais du point de vue théorique, c'est ça. C'est un stade, par exemple, c'est ça qui l'oppose à Rosa Luxembourg, notamment. C'est le gros débat. Est-ce que tu peux résumer très vite pour les gens qui ne comprennent pas? C'est le gros débat qu'il y a eu à la période. Ouais, c'est le débat. Bon, si on résume très rapidement, c'est de dire que pour Rosa Luxembourg, il faut sauter ce stade. Enfin, il ne faut jamais défendre des mouvements nationaux. Elle était polonaise, donc il y avait des gros mouvements nationaux en Pologne à l'époque. Luxembourg, elle dit, elle s'oppose au principe d'autodétermination nationale si ce n'est pas des mouvements qui sont fiables, en gros. D'accord. Qui sont des mouvements, si c'est des mouvements bourgeois, on va là. Ouais. Mais on voit que dans la pratique, c'est très difficile. C'est-à-dire que, par exemple, la Palestine, s'il n'y a pas un mouvement palestinien qui est marxiste, révolutionnaire, on ne doit pas soutenir les autres mouvements palestiniens, c'est ça? Du point de vue s'il y avait un point de vue de Luxembourg aujourd'hui, il me semble que oui. Après, si on fait une traduction 100 ans après, plus de 100 ans après, justement pas une traduction, mais si on applique directement, je pense que c'est ce que ça voudrait dire. D'accord. Il ne serait pas la position de Lénine, évidemment. D'accord. Voilà, mais c'est dur dans une situation différente. Faut pas mais en tout cas, si on prend l'argument en tant que tel, c'est ça. Moi, je voulais aussi revenir sur la question on voit avec la question musulmane que ça a été toujours compliqué. Comment, toi, c'est quoi le regard que tu as sur ça, même encore aujourd'hui, sur la question de l'islamophobie, sur la question des femmes qui portent le hijab? Est-ce que tu as une explication de pourquoi, pour certains mouvements marxistes, c'est toujours compliqué de prendre en compte ces sujets et que ils sont encore très critiquables sur la prise en compte de ces questions-là? Je ne saurais pas dire exactement. Il y a une différence entre les marxistes orthodoxes et les marxistes hétérodoxes, sachant que Marx serait plutôt du côté des hétérodoxes de ce point de vue-là. Mais
Ça, c'est Non, une bonne c'est sûr. question. Marxiste, Orthodoxe ne veut pas dire une fidélité à Oui, Marx, bien ça veut sûr. dire une codification à l'extrême du marxisme et une rigidification, enfin, dans ma vision, hein. Ouais, Une bien sorte de sûr. rigidification des principes et des grands principes du marxisme contre un marxisme orthodoxe qui, sans faire n'importe quoi, hein, mais pense une traduction permanente du marxisme, c'est ce que je disais au départ, dans d'autres contextes, et ce que ça implique en termes de modification théorique et stratégique. Donc, avant tout, une compréhension des situations et surtout de la relation d'oppression qui se joue. Et qu'on ne peut pas traiter de la même manière un dit même phénomène si, du point de vue des opprimés et du point de vue des oppresseurs, et que le marxisme doit être et c'est ce qu'il était au départ, hein, chez Marx, chez Lukács, chez d'autres, une théorie d'un point de vue situé. Et parle au nom d'eux et pour quelque chose, et pas d'une théorie qui se situe au-dessus du champ de bataille et qui prétendrait pouvoir juger quasiment avec une neutralité qui serait neutralité scientifique. C'est une orientation possible, hein, de la lecture de Marx, mais c'est pas la seule. Moi, je suis pour une définition du marxisme comme théorie elle-même située, à chaque fois du point de vue de son énonciation et du point de vue stratégique. Je lis un peu, les hétérodoxes font du matérialisme dialectique, hein. Les orthodoxes, c'est surtout des mécanistes un peu concons. Ça, c'est... Ouais, c'est à peu près le... D'accord. C'est à peu près le résumé. Pour résumer. Les hétérodoxes font du matérialisme dialectique. Alors, les orthodoxes ont fait beaucoup de matérialisme dialectique. Ça dépend ce qu'on entend, parce que voilà, Staline faisait du matérialisme dialectique, mais il l'avait... Et on voit bien, Staline, c'est aussi de la codification ou de la codification doctrinale. Ouais. Et on peut reprocher un peu à Engels. Alors, je ne suis pas sur le bashing permanent de Engels pour retrouver le bon Marx. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est pas Engels qui a fait toutes les erreurs que Marx. Ouais. Et il y aura un bon Marx à côté. Engels a fait du très bon. Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est un grand livre qui n'est pas seulement du Marx. Malgré tout, après la mort de Marx, Engels a eu une volonté de codification du marxisme en doctrine qui n'a pas fait que du bien. D'accord. C'est-à-dire qu'il l'a figé par certains aspects, mais aussi, on peut dire, qui n'a pas fait du bien. Mais c'est aussi ce qui a permis son appropriation. Voilà, c'est à double tranchant, à très large échelle. Ouais. Et que cet effort de vulgarisation, par moment, est aussi nécessaire. D'accord. En fait, c'est comment faire de la vulgarisation qui fiche pas la doctrine, c'est quelque chose de extrêmement difficile. Donc voilà, c'est pas pour dire qu'il y a que les marxistes et hétérodoxes, de ultra subtils, théoriquement, l'école de Francfort, c'est un peu ça. C'est vraiment c'est génial théoriquement. Souvent, on est ébahi, mais en fait, quels effets ça produit, on ne sait pas toujours. Mais parfois, c'est même très pessimiste, quoi. Mais... Ouais, en plus, ça peut être assez pessimiste. Et ça me permet aussi sur la question de l'islamophobie, aussi de revenir sur la question de la race. Et on voit que les marxistes français, ils ont été très en retard, même encore aujourd'hui, par rapport. Il me semble que ceux qui ont été plus en avant, c'est plutôt les marxistes anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Tu penses que c'est seulement lié à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, ce retard un peu théorique autour de la race et cette non prise en compte de la part des marxistes français autour de la race? Parce qu'en plus, toi, les années 2000, la revue Période faisait partie des marxistes qui disaient ben non, il me rappelle des articles avec Rodiger. 2010 quand même. 2010. Ouais, 2010, pardon, excuse-moi. Mais avec les articles sur Rodiger, sur voilà, ça faisait partie des Ignatieff. On dit Ignatieff ou Ignatieff? Je ne sais pas. Ouais, sur les Irlandais, comment ils sont devenus blancs. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette littérature-là. Bon, en France, c'est pas spécifique aux marxistes. C'est sur la question du républicanisme français qui a bloqué les marxistes comme d'autres. Mais bon, voilà, c'est déjà... Il faut poser la question pourquoi ils n'arrivent pas... Il y a des difficultés à être critiques aussi de ce point de vue-là. Moi, je pense qu'il y a tous ces marxistes anglophones qui sont importants. Je pense quand même que les premiers, enfin ceux qui dialoguent avec le marxiste, c'est les Africains-Américains. Du Bois et d'autres, le Parti communiste... Césaire James pour la Caraïbe, Mariátegui pour l'Amérique latine. Je pense que la vraie innovation dans le marxisme, d'un point de vue non européen et sur les questions raciales et coloniales, c'est d'abord des auteurs non européens, non occidentaux. Ouais. Après, il y a de la production en Angleterre que c'est pas ce que je... Enfin, dans mon anglophone, c'est pas ce que je connais je connais le mieux, mais je pense que c'est déjà un deuxième moment. D'accord, oui, le c'est premier, après, ouais. okay. Ouais.
D'ailleurs, ça m'amène sur le marxisme et la question coloniale, ou plutôt le marxisme dans les colonies, dans les pays du Sud. Et il y a Fanon qui appelle à distendre le marxisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour certains, ça peut être en mode oula, on est proche du révisionnisme. Ouais. Fanon a une relation assez complexe avec le marxisme, même si je pense, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans... Ou... Fanon? Maintenant, oui. Mais on peut dire, mais pas que ça. C'est pas si simple comme question, mais je dirais oui malgré tout, parce qu'au fond, sa théorie de la violence dans Les damnés de la Terre, ce qui a été le plus discuté de l'œuvre de Fanon, on a souvent dit en fait il critique Engels sur la violence et voilà, il fait une toute autre théorie. Mais en fait, quand on lit bien, il a très bien lu l'Anti-Düring d'Engels, à mon sens, et distendre le marxisme, c'est ce qu'il fait aussi avec Engels, c'est le relire en situation. D'accord. Le relire en contexte colonial. Et c'est pas du tout une critique toute simple d'Engels, c'est vraiment une reformulation, comme il l'a fait avec d'autres, comme avec Freud, dans la situation coloniale, et en particulier la situation coloniale algérienne, avec l'usage de la violence anticoloniale, de la pensée d'Engels en direction d'un... On a reproché à Fanon d'être un ultra-subjectiviste dans sa conception de la violence. C'est pas un ultra-subjectiviste. On a oublié un Fanon qui est aussi un héritier de toutes les théories de la guérilla. Ouais, d'accord. Et c'est une source importante. Un Fanon qui a voulu participer à la formation de forces. Bon, il a un peu échoué, mais de forces de guérilla en Angola, des choses comme ça, dont on discute pas. Mais il y a ce Fanon-là aussi. Le côté panafricain de Fanon. Ouais, c'est aussi parce que c'est un acteur, un penseur révolutionnaire, un penseur et un acteur révolutionnaire. Et distendre le marxisme, c'est le sortir de sa matrice purement européenne, le distendre, étendre sa surface, en gros, simplement, dans un contexte géographique beaucoup plus large, pour le faire fonctionner ailleurs, pour le rendre opératoire ailleurs, mais c'est aussi distendre, autant ça suppose une reconfiguration des concepts. Suppose quand même tout un travail interne à la pensée marxiste. Il n'est pas allé jusqu'au bout, il est mort mais il est mort très jeune, à 30 ans. À 36 ans, je crois. 61, 25, à 36 ans, ouais. Ouais, on Là, ne sait pas ce qui serait... ouais, non, je ne sais pas pourquoi jouer. 36 ans. Oui, il a eu un parcours de ouf. Mais c'est un effet, distendre le marxisme, c'est quasiment un effet qui pourrait être performatif, au sens où lui, il ne le fait pas entièrement. Mais c'est quelque chose qui permet, cette formule, distendre le marxisme, de relire toute une tradition de penseurs non européens. Est-ce qu'il faut détruire le républicanisme pour parler de la race en France, ou il faudrait une approche française d'un antiracisme républicain? Je pense qu'on y viendra plus tard, Spaghetti Bolo. Juste une question, parce qu'il y a eu une grosse polémique il y a 2 mois. Je me suis un peu énervé. Est-ce que tu penses que Fanon est dépassé? Il y a 2 mois? Non, je ne pense pas que Fanon soit dépassé. Est-ce que tu penses qu'il est encore utile pour l'actualité, pour comprendre l'actualité? Oui, mais en fait, moi, je ne travaille plus sur Fanon depuis 14 ans, donc c'est depuis... Mais par contre, le geste de Fanon, le type d'attitude par rapport au savoir européen, et ce qu'il fait, en fait, c'est plutôt un geste théorique et stratégique de se dire, voilà, je lis Freud, je lis Marx, je lis d'autres. En fait, je ne peux pas oublier en lisant que je ne suis pas celui auquel était destinée la lecture de ces livres. Freud n'a pas écrit un livre, n'a pas écrit pour des Martiniquais ou pour des Algériens. Marx, non plus. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au moment de la lecture pour pouvoir me réapproprier ces textes-là qui ne me sont pas destinés à la base. Et c'est vraiment ce travail de... Et en fait, c'est un travail de réécriture c'est un travail de réécriture en permanence. Et on ne peut pas lire sans réécrire ces textes-là, selon Fanon. Et c'est ce geste que j'ai retrouvé, qu'on peut retrouver à peu près chez tous ces auteurs, tout simplement, parce que ces auteurs européens qu'on lit, ces classiques, ils ont écrit avec quand même un destinataire en tête. Ouais. Et il y a aussi, il me semble que Fanon fait aussi une relecture, de remettre en avant une catégorie qui est très critiquée par les marxistes orthodoxes, c'est le lumpenprolétariat. Oui. Il a après, par les marxistes orthodoxes, oui, il a toute une
une théorie ça fait partie du marxisme en effet de Fanon là, et très hétérodoxe dans les damnés de la terre, pardon, c'est de dire le véritable sujet révolutionnaire en contexte colonial et en contexte colonial algérien en particulier, c'est la paysannerie. En fait, c'est qu'est-ce que disait Mao en Chine, qu'est-ce que disait c'est des thèses de marxistes proto-tiers-mondistes. Et le lumpenprolétariat, c'est quoi pour chez Fanon? C'est d'abord les paysans amenés vers les villes ou les abords des villes en Algérie en tout cas, la pauvreté extrême qui sévit dans les campagnes algériennes. D'accord. Et c'est ça le lumpenprolétariat, et ça va jouer un rôle sur les relectures par Fanon, de Fanon par les Black Panthers aux États-Unis. Alors Marx avait critiqué le lumpenprolétariat à propos de la révolution de 1848 dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Ça n'en fait pas la théorie définitive sur le lumpenprolétariat. C'est un texte lui-même. D'ailleurs, pour moi, c'est les textes extrêmement intéressants de Marx. C'est les textes écrits, des textes de conjoncture, des textes en situation où il met à l'épreuve la théorie marxiste d'un événement et en direct, quasiment. D'accord. Mais c'est pas là. En fait, c'est repris par certains avec une lecture très chauvine, très raciste sur le lumpenprolétariat. Mais c'est vraiment pas les marxistes les plus. C'est vraiment ceux qui sont les plus inintéressants. Et d'ailleurs, juste avant ça, Mao, est-ce que tu penses qu'il a aussi fait, il a aussi distendu, il a fait l'idée de distendre le marxisme en Chine? Un moment, je voulais faire quelque chose sur. Ah ouais? Ouais, mais je suis pas allé. Pas aller plus loin, je crois clairement que oui, parce qu'il parle de, en fait, la théorie. Il faut trouver chaussure à son pied. À un moment, il a des choses comme ça, donc il faut se refaire sa propre chaussure marxiste pour pouvoir avancer. C'est aussi. D'ailleurs, on pourrait laisser à la grande marche. Ouais. Et la théorie de la guérilla de Mao est vraiment la théorie des terrains de la guerre et de l'adaptation au terrain de la guerre. Ça s'adapte et vaut quasiment pour ce que fait Mao avec la théorie marxiste elle-même. D'accord. La resituer dans un contexte distinct, et sa théorie de la contradiction, donc on peut considérer qui a pu devenir après ultra-orthodoxe. C'est une manière de lier, en tout cas sur l'intention, peu importe ce qu'il en a fait après, mais de lier à un contexte très particulier, qui était le contexte de l'organisation marxiste chinoise. Et il y a tout un truc chez Mao sur l'adaptation, traduction du marxisme en Chine autour de la question des spiritualité aussi chinoise. Ouais, c'est ce qu'il dit. Surtout l'adaptation du communisme à la religion. Voilà. C'est plus que des effets d'annonce, je crois que oui, mais... Il y a une autre figure antiraciste marxiste qui est relativement peu connue en France, sur laquelle tu as travaillé, c'est C.L.R. James. Comment tu en es venu à t'intéresser à lui? Et pourquoi, pour toi, ça méritait d'écrire un livre sur ce sujet, de le faire connaître au public français, et enfin de revenir très vite sur la polémique du Platon noir? C.L.R. James, c'est à partir du moment où, après avoir travaillé sur Fanon, après avoir commencé à m'intéresser, à retrouver le Fanon marxiste, à discuter aussi avec les camarades de période, plein de choses, je me dis, il faut que je trouve vraiment un marxiste anticolonial, un marxiste antiraciste, et pour moi, c'est le plus important. Bah oui. C'est le plus important du XXe siècle, en tant que marxiste, en un sens... vraiment de participation aux organisations. Mais parce que W.E.B. Du Bois, jusqu'au bout. Trotskiste plutôt. Trotskiste jusqu'au début des années 40. Après, il y a une rupture. Il dit, il rompt avec le trotskisme parce qu'il va défendre une conception de l'auto-émancipation des masses. Il va faire une critique du parti d'avant-garde. Ça, c'est les débats internes au trotskisme, mais qui ont une certaine influence quand même sur la manière dont il relie la question raciale. Donc, il vit aux États-Unis au tournant des années 40. Il commence à critiquer Trotsky, il écrit des textes bizarres sur Trotsky, a mal lu Hegel, voilà, des choses comme ça. Et c'est pour ça, parce que W.E.B. Du Bois, sur lequel j'ai travaillé aussi, est extrêmement intéressant sur le dernier Du Bois, sur son rapport au marxisme. Ouais. Mais c'est une partie. C.L.R. James, à partir du moment où il quitte Trinidad, j'ai perdu il doit avoir une trentaine d'années. Trinidad et Tobago, Caraïbes, sud de la Caraïbe, juste au nord du Venezuela. Il quitte... à partir du moment où il arrive en Angleterre, il lit Trotsky.
l'histoire de la révolution russe. Il lit Spengler en même temps, ce qui est quelque chose de bizarre, hein, qui est un texte de la révolution conservatrice. Comment Oswald Spengler, qui a écrit Le déclin de l'Occident. D'accord. C'est des thèses déclinistes. Alors ça sera un autre sujet, c'est des choses que j'ai faites un peu. Mais des thèses extrêmement conservatrices. Enfin, il devient un fasciste même, Spengler. Ah oui, Sauf qu'il y a tout un ensemble de relectures non occidentales de Spengler, des relectures marxistes notamment, par Maria Tegui, par C.R.R. James, aussi quelques-unes en Occident, qui ont fait tout autre chose de cette thèse du déclin de l'Occident, qui voient que le déclin de l'Occident comme une manière qui sera l'ascension du monde non occidental. Bon, peu importe. C.R. James devient marxiste quelques mois après être arrivé en Angleterre, donc à 30 ans. Il le reste, il meurt à 90 ans. Donc, il est marxiste de bout en bout. Un marxiste qui s'était toujours intéressé, qui a écrit un livre sur la révolution haïtienne en 1938, un grand livre qui a été traduit dès 1949, qui est disponible aux éditions Amsterdam, qui s'appelle... Mais qui a été réédité, là, d'ailleurs, Les Jacobins Noirs. Ouais, plusieurs fois par les éditions Amsterdam. Les Jacobins Noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue, à l'époque où il n'y avait pas grand-chose sur la Révolution haïtienne de 1791-1804. Enfin, première grande révolution, grande révolte d'esclaves, qui mène non seulement à l'abolition de l'esclavage, mais à l'indépendance d'Haïti en 1804. Voilà, donc ça, c'est l'interprétation marxiste de la Révolution haïtienne. Ouais. C'est la première. Après, il est aux États-Unis. Plein de choses sur la question noire aux États-Unis. Au sein des organisations trotskistes, ce qui n'est pas rien, avec des débats durs, présents lors des indépendances dans la Caraïbe après la Seconde Guerre mondiale, et présents après aussi dans les débats dans ce qui est au moment de la naissance des Black Studies. Et voilà comment j'y viens. Tu veux que je parle de Platon Noir ? Ouais. Alors Platon Noir, en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans l'introduction du livre à expliquer pourquoi j'avais maintenu. Alors, juste très vite, pourquoi je te demande ça ? Parce que ça avait fait polémique, parce que c'est l'idée on compare, toujours le truc de comparer. Et ce qui est vrai, il y a un peu un mouvement de comparer des penseurs non blancs à des penseurs blancs et dire c'est le Platon noir, c'est le Socrate arabe, voilà. Et donc, c'était le reproche qu'on avait fait Mais je pense que les gens n'ont pas lu le livre. Non, et puis c'est pas une excuse de l'avoir expliqué dans l'introduction. Au fond, je pense que c'était pas un bon choix. Platon noir, entre guillemets, parce que je reprends l'expression à un article du Times, je crois, en début des années 80 sur C.L.R. James. Pourquoi Platon ? James, c'est beaucoup... peut-être parce que James s'était intéressé quand même à la philosophie, et à l'Antiquité, à la démocratie athénienne comme modèle de démocratie radicale à la fin de sa vie. C'est peut-être pour ça. Je l'ai repris parce qu'au départ, l'éditeur, je ne vais pas rejeter la faute, mais l'éditeur m'a demandé un titre rapidement et j'ai donné celui-là sans trop y réfléchir. Et à un moment, je me suis dit, ça craint un peu, ça risque... Je savais que ça risquait de poser problème. Je lui ai dit, il faut peut-être le revoir. Peut-être je peux proposer autre chose. Il m'a dit non, c'est très bien. C'est ce qui peut aussi attirer le lectorat. C'était l'idée. Voilà, donc comme quoi et là j'aurais pu très bien refuser, dire j'en veux un autre. Je l'ai pas fait parce que je me dis au fond quand même, c'était un des arguments du livre de dire que C.L.R. James, malgré tous les efforts qu'il a fait sur la question coloniale et raciale, est resté eurocentriste par bien des aspects. Lui-même disait jusqu'à la fin de sa vie, j'ai été formé dans les écoles britanniques d'élite, j'ai lu les classiques de la littérature anglaise, j'ai lu le marxisme, j'ai toujours eu une perspective occidentale, ça ne changera pas, c'est juste que ma situation, j'ai vécu en marge de l'Occident quand même, je suis un outsider, ça veut dire ni dedans ni dehors, mais entre les deux, je suis, on va dire, de l'extérieur, mais je connais parfaitement le monde occidental, c'est une thèse très fréquente chez des auteurs comme ça, chez Du Bois et tout. En fait, moi, depuis ma position, je ne suis pas de leur monde, mais je comprends leur monde mieux que quiconque, et mieux qu'eux-mêmes, et je peux comprendre, ça c'est plutôt Du Bois déjà, je les comprends mieux quasiment qu'eux-mêmes. Je comprends même ce qui se cache à eux-mêmes. Et James c'est toujours ça, mais il a dit, je suis de formation occidentale, j'y peux rien, je fais un effort permanent pour décentrer, et ce que je veux, c'est pas remettre en cause fondamentalement l'histoire, par exemple, pour prendre un exemple, l'histoire occidentale des révolutions, l'histoire marxiste, mais l'élargir, on pourrait dire la distendre, encore une fois, pour y faire rentrer un événement majeur comme la révolution haïtienne, pour lui donner une place entière dans cette histoire.
Pas remettre en cause fondamentalement cette histoire en disant nous, on a d'autres histoires à raconter, qui valent autant que les vôtres, mais de réécrire complètement une histoire mondiale des révolutions qui prennent en compte des apports non occidentaux. Il écrit de la même manière un livre, pas connu, qui n'a pas été traduit, qui est moins bon que les Jacobins noirs, mais qui est quand même intéressant, sur la révolution ghanéenne, centré sur la figure de Kwame Nkrumah. D'accord. Alors, il y a un de tes élèves dans le chat, wesh, mon prof de philo. Moi, alors, en plus, le livre sur les Jacobins noirs, déjà, c'est pour faire l'histoire de la révolution d'Haïti, c'est super compliqué parce qu'en fait, il y a plein d'enjeux. Ça change de camp selon les intérêts, selon quelle période. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la relation aussi avec la Révolution française, parce que c'est directement lié avec ça. Et aussi cette dialectique qu'il y a ce qui a poussé, l'un des éléments qui a poussé la Révolution haïtienne, ça a été la Déclaration des droits de l'homme, qu'ils ont pris trop au sérieux, on pourrait dire. Ouais, qu'ils l'ont porté jusqu'à ses ultimes conséquences, de dire la Déclaration des droits de l'homme, elle doit valoir pour des esclaves comme pour d'autres, et pour tout le monde. Ils l'ont pris au sérieux. Alors, il y a plusieurs choses sur la Révolution haïtienne. Tout d'abord, juste pour dire, on organise un colloque les 5-6 juin à la Maison des sciences de l'homme sur la Révolution haïtienne, avec Adama Ouattara-Sens, qui est doctorant à Nanterre en philo, et Adler Camillus, qui est en ce moment invité à Paris 1, je crois, mais qui enseigne en Haïti. En fait, on fait un programme. Qui est-ce qu'on invite pour un colloque sur la Révolution haïtienne en France? Gros problème. Ouais. En fait, on a plein de noms en Haïti, parce qu'on a des liens. J'avais des liens avec Paris 8, avec Haïti. On avait des échanges, une formation commune. OK, on a plein de noms aux États-Unis aussi. Pourquoi il n'y a rien en France? Oui. En fait, on se retrouve à faire 2/3 du colloque en visioconférence parce qu'on a beaucoup moins de ressources. Pourquoi les Américains, États-Uniens, pardon, ont un tel champ de recherche sur la Révolution haïtienne, qui est une révolution. Alors là, les Français peuvent même pas prétexter qu'il y a un problème linguistique et tout. C'est un corpus francophone. En fait, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça s'explique par encore une forme de retard, on pourrait dire, ou de réticence à donner la place qui lui revient à une révolution comme celle-ci, qui est en effet impulsée. Et James a été critiqué là-dessus parce James a toujours dit la révolution haïtienne, elle est impulsée par la Révolution française, qui donne le coup d'envoi en quelque sorte. Après, James a toujours dit, c'est pas juste, elle a influencé, c'est la continuation de la Révolution française. Il dit, il y a des effets de retour, des effets boomerang. Ça produit des effets, le mouvement des esclaves, la révolte des esclaves de Saint-Domingue sur la Révolution française. Ça marche ensemble. C'est pas une influence unilatérale de la Révolution française. Malgré tout, cette thèse a été... Ça va jouer sur les débats en interne dans la Révolution. Ouais. Et malgré tout, ça peut être critiqué en disant, en fait, ça donne encore l'initiative, ou ça fait encore d'une révolution occidentale l'origine d'un mouvement. Et en fait, il y aurait toute une histoire, et c'est vrai. Faire quoi qu'ils ont attendu ça pour résister. Voilà, il y a toute une histoire endogène qui prépare de révolte, des figures de la révolte, des figures d'esclaves marrons, c'est-à-dire des esclaves en fuite. Il y a la cérémonie du bois caïman avant la Révolution, qui est une cérémonie vaudou. Et donc, il y a aussi une histoire endogène révolutionnaire. Et je crois qu'entre ces deux, l'influence de la Révolution française et l'histoire endogène révolutionnaire, il n'y a pas à choisir. C'est la collusion ou la rencontre des deux qui produit un soulèvement révolutionnaire d'une telle ampleur dans un contexte quand même esclavagiste. Enfin, c'est extraordinaire. C'est pas des bourgeois. Les bourgeois, c'est déjà extraordinaire, mais là, il n'y a rien il y a une défaite des armées de Napoléon face aux armées haïtiennes. Non, mais en plus, c'est vraiment un épisode, mais qui est extrêmement complexe parce qu'il y a vraiment des intérêts entre les colons, entre les vrais révolutionnaires de la France, entre ceux qui sont révolutionnaires en France, mais sur les colonies, et même Haïti, entre les esclaves, entre ceux qui ont été émancipés, vraiment, on voit une collision de trucs et ça peut changer. Et aussi les intérêts géopolitiques des autres nations qui viennent. C'est un épisode extrêmement complexe, mais que je vous invite à voir. La revue Période, c'est bien revue-période.net. Oui, mais la première page, elle marche pas. Mettez un truc en mots-clés sur les recherches et vous trouverez les articles. Moi, j'ai juste lu ton livre et je connais au final assez peu C.L.R. James. Et ce qui m'embête un petit peu, et j'aimerais bien avoir ton avis, c'est que il est souvent mobilisé, C.L.R. James, par des gens qui veulent
minorer la question raciale en disant oui, mais même si R.R. James disait que le plus important c'est la classe, donc il faut pas trop en faire avec la race. Qu'est-ce que tu en penses de cette position? Il a deux. Ça dépend comment on le lit et ce qu'on entend par race. Ouais. Parce que minorer la question noire ou les enjeux des minorités noires aux États-Unis, c'est absolument pas le cas chez James. Ce qui est vrai, malgré tout, c'est qu'à un moment, il dit on peut pas poser la question seulement en termes de race. Ouais. Qui me semble assez évident. Il y a ça. Mais c'est pas. Pour James, évidemment, il y a une situation spécifique aux minorités raciales qui doit être traitée de manière autonome, comme il a toujours dit aux États-Unis. Et en fait, il faut. Et c'est la thèse de. Bon, je vais dire de Lénine aussi, mais c'est bien plus clair chez James. À la fois, penser la question raciale comme intrinsèquement liée à la question sociale ou à la question de classe, indissociable, mais partie intimement, et voire même comme une partie d'un tout plus large, mais une partie autonome. Et c'est ça la question. En fait, toute la question, c'est l'autonomie du mouvement. C'est ça, c'est un enjeu stratégique avant tout. En fait, il faut qu'il y ait une autonomie du mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait subordination d'une question à l'autre. D'accord. Subordination stratégique d'une question à l'autre. Et c'est tout ce qu'il défend du début à la fin. Donc, bien sûr, à un moment, il va dire, je crois que c'est dans les années 70, et là, ça a du mal à passer, l'émergence des Black Studies aux États-Unis. Parfois, il s'énerve un peu. Il dit, on ne peut pas parler qu'en termes de race en permanence, etc. Il y a un problème, mais il n'y a pas plus que ça. Et à propos de la révolution haïtienne, un moment, c'est sa phrase, il dit « Raisonner à propos de comprendre la révolution haïtienne qu'en termes raciaux, on n'y arrivera pas. » Sans comprendre les enjeux de classe, on n'y arrivera pas. Mais ignorer la question raciale, c'est un désastre aussi. Et c'est un désastre stratégique. C'est à partir du moment... Et c'est ce qui cause la chute de Toussaint Louverture, selon lui en particulier, c'est qu'il ne comprend pas la haine, c'est-à-dire la haine raciale que les Noirs esclaves ont envers les Blancs. Esclavagistes, et quand il commence à accorder des concessions aux Blancs, il provoque sa propre chute de manière tout à fait logique. Mais donc c'est un... Non, il n'y a pas de... Ça dépend. En plus, j'imagine c'est aussi relié à la situation aux États-Unis, avec l'idée qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de race, il ne faut pas oublier aussi la classe. Ouais. Oui, alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est surtout le rapport de force est inversé. C'est que dans les milieux de gauche, on parle de classe, mais on ne parle pas assez de race. Ouais. Bon, James, il faut penser les deux ensemble. Ouais. La race au sens de... Il y a des gens qui sont sans substantialisation de la race, qui sont opprimés au nom de la race conçue comme construction sociale, peu importe, mais il critique l'usage de la notion de race si on a une acception très étroite de la race. Donc c'est pas très... Voilà. C'est ce qui n'est pas notre cas. Tu as aussi écrit sur W.E.B. Du Bois. Alors là aussi, les gens, je vous invite à aller voir, si vous ne le connaissez pas, découvrir le personnage, parce qu'en plus, il a été centenaire. Ouais. Il a vécu une période, tout ce qu'il a vécu, c'est dingue. Les 2 guerres mondiales, l'esclavage, l'apartheid. Il a vraiment vécu une période incroyable et fascinante. Déjà, est-ce que toi, tu le considères comme marxiste? Est-ce que lui-même se disait marxiste? Marxiste à la fin, en tout cas. À la fin de sa vie, d'accord. Contrairement à beaucoup de marxistes de jeunesse qui virent à autre chose après, Du Bois a quasiment le mouvement inverse. Il devient, je ne sais plus, clairement marxiste, ouvertement. Je perds les dates, je suis désolé, mais après 60 ans. Il adhère au Parti communiste. Je crois je ne sais plus, mais il faudrait vérifier. Mais il a plus de 80. D'accord. Voilà, c'est quelque chose à la fin de sa vie. Assez étrange, c'est qu'en fait, il se radicalise de ce point de vue-là. Au départ, il est bon. Oui, il me semblait qu'il était social-démocrate plutôt. Ouais, on peut dire. Et il pensait à l'intégration. Oui. Ouais, mais le grand livre pour moi alors, Du Bois a écrit énormément de livres, des centaines d'articles. Il est un des fondateurs de la revue Crisis, qui une grande revue, pas marxiste, mais des mouvements africains-américains, du début de la lutte pour les droits civiques, si on l'a fait commencer ici. Et en 1935, il écrit un livre qui s'appelle... le plus connu et qui est disponible en français à la découverte, c'est Les âmes du peuple noir, mais ça date de 1903, c'est un autre Du Bois.
Il y a quelques autres articles traduits, dont un magnifique texte. Alors ça, c'est en Cairn, c'est un truc sur une revue académique qui s'appelle Les âmes du peuple blanc. D'accord. Qui reviendra justement sur la thèse que les Noirs africains-américains sont les mieux à même de comprendre ce qui se joue chez les Blancs ou ce que les Blancs se cachent à eux-mêmes. C'est vraiment... Ce texte, il est très beau, mais en tout cas, son grand texte marxiste pour moi, qui est son plus grand texte peut-être tout court, qui est un texte d'historien, qui s'appelle Black Reconstruction. Ouais. C'est une histoire de la guerre de sécession aux États-Unis, donc début des années 1860, et de la décennie qui a suivi d'un point de vue marxiste. Donc la guerre de sécession, c'est aussi l'émancipation des esclaves. Donc il y a toute une tentative, alors que certains diraient trop hétérodoxe sans doute, pour faire une histoire matérialiste, marxiste de cet événement-là, notamment, thèse très critiquée, mais vraiment passionnante à mon sens, pour réintégrer la fuite des esclaves en masse depuis les plantations du Sud vers le Nord, comme le premier exemple peut-être historique d'une grève générale. D'accord. Et puis les esclaves, c'est le prolétariat noir dans ce texte-là. C'est vraiment, ça va de pair pour moi, mais il n'est pas traduit. Ça fait 800 ou 900 pages, donc avant de trouver quelqu'un qui veut financer ça, oui, la traduction et tout, financer une traduction à je ne sais pas quelle, qui risque de pas être beaucoup vendue, c'est ça la difficulté. Et c'est dommage, mais ça se trouve en anglais. Il y a des résumés en ligne. Français, tu penses ou... On avait traduit pour une anthologie des historiens noirs le dernier chapitre qui s'appelle, je crois, La propagande de l'histoire, qui est tout un texte aussi très intéressant sur comment les historiens blancs américains ont travesti l'histoire de la guerre de sécession pour la jouer contre les Noirs dits incultes, etc. Et qu'il ne fallait pas émanciper. Voilà, mais ça va de pair avec les Jacobins noirs de C.L.R. James. Pour moi, c'est deux grands textes sur des révoltes noires. Révolte d'esclaves des années 30, écrits dans les années 30, qui n'ont peut-être pas d'équivalent depuis en termes d'amplitude ou d'originalité du texte. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre concept qui est incontournable dans l'antiracisme, qui a été développé par W.E.B. Du Bois, c'est le concept de double conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, c'est devenu une sorte de trope. En fait, au départ, chez Du Bois, c'est « je suis noir, je suis américain », et comment concilier ça ? Et la thèse de Du Bois, c'est tout à fait conciliable. Il n'y a aucun problème, à vrai dire, en tant que tel. Et en fait, c'est les racistes qui croient qu'il y a un problème. Ouais. Et que le problème, il est là. Et ça va de pair chez Du Bois avec l'idée que les Africains-Américains sont eux-mêmes constitués en tant que problème, font problème, le problème noir. Ouais. Et il dit, quel effet ça fait d'être un problème ? Je la cite souvent, quel effet ça fait d'être un problème, de se vivre et d'avoir à se vivre comme un problème aux yeux des autres. Et en fait, la double conscience, c'est pas seulement je suis un noir, je suis un américain, mais aussi ça fait quoi dans une société raciste d'avoir en permanence à se regarder à travers le regard racialisant des autres, d'avoir l'autre, blanc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait de ce regard de l'autre qui racialise et qui nous constitue en danger. Et en fait, qui est complètement intégré, d'où la double conscience, d'où cette intériorisation du regard de l'autre, en fait, qui est perturbante, mais l'intériorisation du regard de l'autre peut devenir une arme stratégique chez Du Bois en disant, en fait, ce regard de l'autre, il me l'impose en permanence, je peux le retourner contre lui, je peux le regarder avec ce regard et le comprendre. Et c'est chez Du Bois, et c'est devenu une sorte de trope qui a circulé un peu partout. Chez Fanon, il y a de la double conscience. Chez C.L.R. James, à sa manière, la double conscience. Donc c'est pas un concept isolé, je pense qu'il y a un truc, il y a quelque chose d'expérience très fort là-dedans. Partagé. Qui est peut-être, pour moi, ce qu'on l'appelle double conscience, on peut l'appeler dualité ou autrement, mais je pense que c'est le concept central peut-être le concept central de la pensée antiraciste. En tout cas, africaine-américaine et caribéenne, je ne me prononcerai pas pour le reste, mais c'est quelque chose qu'on croise de plein de manières différentes. On va parler c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a fait recentrer. Alors, c'était la commande de l'éditeur. On devait écrire un livre sur Du Bois qui a écrit des dizaines de milliers de pages, un livre de moins de 200 000 signes, donc très court, et qui soit assez généraliste. Donc on s'est dit, et nous on ne sait pas travailler avec Magali, on ne savait pas trop travailler comme ça. On s'est dit, il nous faut quand même un porte d'entrée, et la porte d'entrée, c'était le concept de double conscience, en se disant qu'il permettait de relire Du Bois de manière un peu transversale. Alors, je ne sais pas si tu as un avis sur la notion de créolisation et son usage actuel. Alors moi,
C'est une question qu'on m'avait posée quand j'ai été recruté à Paris 8 par un membre du jury qui m'ont dit quand même, vous travaillez sur ces questions-là et vous parlez jamais de créolisation. Donc j'en parle toujours pas, on va dire. Parce que ma réponse à l'époque, parce que je sortais presque de thèse et je disais, en fait, je parle surtout de Fanon et chez Fanon, il n'y a pas de créolisation. Ouais. C'est pas cette langue-là, c'est la langue d'autres auteurs caribéens, martiniquais en particulier, qui viennent après. C'est pas dans ces termes. Et en fait, c'est jamais dans ces termes qu'aucun des auteurs sur lesquels j'ai travaillé ne. Oui, tu n'as pas ce concept chez les auteurs sur lesquels tu as travaillé. J'en ai jamais ressenti le besoin de l'usage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas besoin. Ou alors peut-être que je n'ai pas travaillé sur quelqu'un comme Édouard Glissant qui m'intéresse beaucoup moins. En fait, il y a des sortes d'affinités, on ne sait pas trop pourquoi. Et Glissant, il est dit, il faut lire Glissant. Et Glissant, heureusement, il y a des étudiants et des étudiantes qui font des masters et des thèses sur Glissant, excellent. Et parfois d'un Glissant, ça c'était l'année dernière, malheureusement je ne retrouve pas son nom, sur un Glissant plus radical, sur un penseur un peu pessimiste, afro-pessimiste. Mais bon, Glissant, et ça m'a donné envie de redécouvrir Glissant, mais Mélenchon qui a théorisé la créolisation. Mais on en a parlé avec Norman Ajari, donc si ça vous intéresse, il a dit qu'il comprend en fait l'usage qu'en fait Mélenchon, mais dans la créolisation de Glissant, il y a un truc beaucoup plus sombre, quoi. C'est pas, c'est pas genre le mélange des cultures et tout le monde est heureux. Il n'a pas un frère. Le docteur qui faisait sa thèse sur le Glissant radical était proche de Norman aussi. Enfin, était beaucoup formé par Norman. Emmanuel Renaud est un homonyme. D'accord, c'est pas rien à voir avec toi. Nous n'avons aucun. Michael Rock, il parle un peu de ça, c'est un romancier, je crois. D'ailleurs, je connais pas. Qui c'est. Moi, je ne connais pas non plus. Et on passe, là, on a beaucoup parlé anti-racisme et tout. On parle pour finir l'émission et après le jeu. On passe sur un dernier sujet que tu as travaillé. Alors, ça concerne toujours les marxistes, mais là, c'est plus sur l'angle féministe. Donc, c'est ce livre-là, Kollontai, Défaire la famille, refaire l'amour, que tu as coécrit avec Bronikova. Alors, moi, comme je l'ai déjà dit, les gens, si vous avez jamais lu Kollontai, et si, parce qu'il y a plein de textes, ça vous paraît trop compliqué, allez sur ce livre. J'ai l'impression que vous avez fait la totalité de Kollontai, bien résumé en tout cas, les idées principales de Kollontai. En plus, il y a un retour critique et tout. Déjà, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir voulu travailler sur Kollontai? Alors, avec Olga Bronikova, on avait... Alors, c'est un intérêt. L'intérêt, ça rejoint la ligne un peu du travail sur Lénine aussi. C'est un intérêt aussi sur la révolution soviétique et ses enjeux minoritaires. Donc, enjeux nationaux. Enfin, une lecture périphérique, si on veut, ou aux marges. D'abord, les marges nationales, raciales, religieuses de la révolution russe, soviétique, avec le livre sur Lénine, mais aussi la question du féminisme. On avait traduit des textes de Kollontai ensemble, un texte. On avait un peu travaillé, j'avais donné un cours, j'avais donné un cours en fait déjà sur Kollontai en prévision du livre. Hein. Mais pour te dire, c'est moi je pensais pas que Kollontai ça allait très bien marcher, mais il y en a qui sentent beaucoup mieux les choses que moi. Donc les éditeurs de la Fabrique ont dit oh t'as ça, est-ce que tu sentirais pas, est-ce que vous sentiriez pas avec Olga de faire un livre sur Kollontai? Au début on me dit comment on va le prendre. Voilà, parce qu'il fallait qu'il y ait une sorte de biographie intellectuelle qui n'est pas ma spécialité au départ. Je suis philosophe et sur Seller James, ça avait été difficile de se remettre dans un style biographie intellectuelle qui c'est parfois un peu frustrant parce qu'il faut tout couvrir sans avoir les moyens vraiment approfondir. Donc sur Kollontai, on a dit OK, mais biographie intellectuelle avec un axe très spécifique, très large, je suis d'accord, le féminisme, parce que Kollontai, on le dit que par moment, mais aussi une actrice de la révolution russe tout court. Ouais. Oui, c'est un personnage révolutionnaire tout court. L'aile gauche des bolcheviks. Elle fait partie de l'aile gauche. Et opposition ouvrière à partir d'un moment, ce qui signe sa fin, en gros, c'est au moment du débat sur les syndicats, elle défend une plus grande autonomie, une plus grande liberté de parole et une plus grande autonomie des organisations ouvrières, mais elle est complètement et des syndicats, elle est complètement en minorité à cette époque-là. Ça précipite sa fin. Elle est déjà critiquée sur d'autres choses, mais donc cette idée, on centre que sur la Kollontai féministe, parce que c'est sans doute quand même ce qu'il y a de plus intéressant et de plus original chez Kollontai. Et non seulement on centre là-dessus, mais on se dit qu'il y a une idée principale, un leitmotiv qui reste et qui permet de tout
rassemblé chez Kollontai, c'est l'idée qu'il n'y aura pas de révolution socialiste, de révolution communiste. Le communisme, c'est plutôt le terme de Kollontai, sans dépérissement de la famille, sans abolition de la famille bourgeoise. C'est la thèse principale. C'est un mot qui fait peur. Les gens sont en mode défaire la famille, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on parle, là, de la famille nucléaire bourgeoise dans le système capitaliste. Ouais. Et d'ailleurs, elle conçoit c'est ce qu'on dit. C'est la plus grande critique, en tout cas à cette époque-là, là où c'est le plus élaboré de la famille. Mais c'est aussi quasiment celle qui réinvestit le plus une idée de la famille dans son projet communiste, sous la forme de ce qu'elle appelle la grande famille prolétarienne. Oui. Qu'elle pense, alors ça c'est notre interprétation un peu large, mais comme une sorte de revitalisation du communisme primitif, de la famille élargie, clanique, liée par les liens de sang, mais là c'est plus les liens de sang, mais comme en gros la société communiste c'est une société, c'est comme une grande famille prolétarienne unie par des liens, par des affects, parce qu'il ne peut pas y avoir de communisme sans affect, et c'est comme ça qu'elle réinvestit la notion de camaraderie de manière très forte en disant la camaraderie c'est de l'affect, et on va et dépérissement, bon. En fait, il y a un peu, pour résumer, ça serait un peu l'idée que, en fait, les enfants, ce n'est pas qu'aux parents biologiques de s'en occuper. En fait, c'est les enfants de tous les prolétaires, de toute la communauté. Et c'est nous de faire en sorte que tous ces enfants, ce sont tous nos enfants, et de faire en sorte qu'ils aient tous une vie, qu'on s'occupe tous de ça et qu'on partage un peu les tâches de s'occuper de ça, grosso modo. Oui. Alors ça, c'est la partie parentale, enfin, dépérissement de la famille. Et en gros, le dépérissement de la famille, c'est un peu le corollaire du dépérissement de l'État. C'est pas immédiat, c'est ce qui doit venir à la fin. Il n'y aura plus de famille quand on aura vraiment construit le communisme. C'est pas du jour au lendemain, c'est la révolution. Il y a plus. Il y a un processus. C'est tout un processus. Et c'est aussi pour libérer la femme, il me semble. Oui, bien sûr, c'est lié à l'émancipation de la femme. Ça prend deux aspects, le côté parental. Il faut arrêter de penser le rapport des parents aux enfants en termes de propriété privée. Et Kollontai, il ne va jamais dire par ailleurs qu'il ne peut pas y avoir une relation privilégiée. Hein. C'est ça, c'est pas tout d'un coup. Elle dit pas qu'on peut aimer un peu plus. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut, il faut pas que l'amour des siens, de la filiation biologique, soit un frein à l'amour des autres. Il ne faut pas que l'amour du partenaire amoureux, relation conjugale, empêche de développer des relations affectives, même amoureuses, avec d'autres. Il ne faut pas. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est la logique de la propriété privée, elle agit sur tous les plans. Ce n'est pas qu'une question économique qui se déverse ou qui a des incidences sur les relations affectives, conjugales, parentales. La logique de la propriété privée, elle agit immédiatement sur la manière dont les partenaires du couple se conçoivent mutuellement et veulent la propriété non seulement corporelle, et c'est quasiment pas le plus grave pour elle, mais la propriété psychique sur l'autre. Et en fait, l'amour bourgeois est un amour de propriétaire. Oui, c'est l'amour romantique, le romantisme est un amour de propriétaire, et c'est contre ça qu'il faut s'opposer. Je vais revenir vite fait sur le mot, mais avant ça, sur la famille, sa conception, elle a été, j'ai l'impression qu'il y a eu un renouveau avec les féministes marxistes italiennes, non? De l'opéarisme et de tout le truc de Federici, de Dalla Costa. Est-ce que ça n'a pas été une réactualisation notamment sur la critique du travail domestique Oui, à réactualisation. Oui, réactualisation, c'est sûr. Il y a une critique très importante du travail domestique chez Kollontai, des tâches reproductives de manière plus générale, centrale chez Kollontai, avec cette idée qu'on ne résoudra pas le problème, cette idée de Kollontai, par un partage des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, c'est qu'un pis-aller. Il faut que les tâches reproductives, il y ait une prise en charge de la collectivité tout entière. Depuis la grossesse, il faut aider maximum jusqu'à l'éducation, l'éducation des enfants, la maternité, tout doit être prise en charge collectivement. Certains diront c'est une mainmise de l'État sur la production des enfants, etc. Mais c'est l'idée de Kollontai, c'est ça. Donc il y a une reprise avec des termes différents, il me semble. Alors là, je ne connais pas bien les réappropriations de Kollontai dans le féminisme italien, mais il y a des relectures de Kollontai après mai 68, la publication d'un recueil Marxisme et révolution sexuelle chez Maspero. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de reprises de Kollontai, en lien avec
renouveaux du féminisme Oui, marxiste, il y a un regain Évidemment, d'intérêt ouais. pour ça dans les milieux Ouais, ouais. féministes. Et moi, en plus, ce que je trouve intéressant chez elle, c'est que elle a une vision un peu. Il y a un processus, il y a aussi des choses dont elle dit, mais nous, le communisme, on est un peu pourri par le capitalisme, donc on a du mal à imaginer. Mais imaginez ces enfants, il y a un processus. Imaginez ces enfants qui vont grandir dans un milieu où ils seront égalitaires et tout, où ils sont à égalité, où ils ont accès à tous les savoirs et tout. Eux-mêmes peuvent ensuite imaginer des choses que nous-mêmes nous n'avons pas imaginé, d'autres des manières vraiment de vivre le communisme à laquelle nous-mêmes nous sommes pas capables. Ouais, ouais. Et, Ouais. Vas-y. et ça me fait aussi sur le lien aussi avec les questions amoureuses, où elle se dit que c'est pas, je veux dire, encore une fois, comme tu as dit, on est pourri par le capitalisme, donc on est pourri par l'idée de propriété privée, et in fine, il serait presque impossible d'avoir une relation amoureuse saine dans le système actuel, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas imaginer déjà des manières de vivre ces relations amoureuses. Ouais, bah elle a essayé de pratiquer l'amour libre. Alors, faut pas. C'est resté chez Kollontai, et à l'époque. Enfin, il y a des réinterprétations de Kollontai comme théoricienne du polyamour, si on veut. Ouais. Mais en fait, Kollontai, c'est de l'amour monogamique successif dans Oui. sa conception. Ça ne veut pas dire qu'elle n'entrevoyait pas d'autres possibilités, mais juste pour un peu resituer historiquement, c'est de ne pas avoir un partenaire à vie. Ouais. Mais c'est d'abord à ça qu'elle pense, être attachée par le mariage, qu'il y a une protection des femmes divorcées, des choses de ce type-là. Ouais. La théorie peut aller potentiellement beaucoup plus loin, mais c'est ça. D'abord, elle dit, j'ai essayé, mais je reste encore une femme du passé. J'ai été éduquée dans un autre milieu, c'est ce que tu dis. Mais en effet, la jeunesse pourra vivre d'autres expériences, et c'est aux générations d'après de vivre ces expériences. Et c'est pas un hasard si Kollontai, ça embêtait certains membres du pouvoir aussi, parce qu'elle avait beaucoup d'influence, beaucoup de succès auprès de la jeunesse soviétique, de personnes très jeunes. Ouais. Après, mais ce qu'elle dit aussi, c'est que les vous femmes... montrez les limites. C'est ça, vous montrez aussi les limites qu'il y a chez Kollontai, et notamment on voit qu'il y a sur la sexualité, tu dis c'est pas le polyamour, parce qu'elle a aussi une vision un peu, j'allais dire rétrograde, mais ça avait l'air d'être aligné sur la vision de l'époque, notamment on peut s'en douter, sur l'homosexualité, et aussi, parce que j'ai vu dans les commentaires, elle est aussi très anti-travailleuse du sexe. Ouais, alors sur l'homosexualité, il en est nulle part question. Ouais. Hétéronormativité chez Kollontai évidente. À un moment, elle parle des relations sexuelles contre nature. On peut se demander si elle vise pas ça au nom d'arguments hygiénistes d'ailleurs. Bon, ça on pourra revenir éventuellement, mais c'est la partie plus critique qu'on a faite sur Kollontai, sur le bioproductivisme, aussi sur la maternité obligatoire. Chez Kollontai, il y a ça. C'est pas si évident parce qu'il y a quand même des revendications homosexuelles à l'époque, dans le mouvement de la Révolution, donc elle aurait quand même pu avoir une autre position. Elle a certaines influences allemandes qui en parlaient, donc c'est aussi son choix, à vrai dire. Et sur la prostitution, oui, non, c'est pas du tout travail du sexe, ça c'est sûr. C'est une définition. Alors, elle a quand même une conception de la prostitution. Il dit qu'il faut arrêter tous les arguments moraux de la bourgeoisie sur la prostitution, c'est que de l'hypocrisie. La bourgeoisie condamne la prostitution, mais s'en sert en permanence comme un paratonnerre à la débauche. En fait, elle enferme le couple, et que l'homme, dans le mariage, mais elle permet à l'homme d'avoir une sexualité ailleurs. Donc, elle en a besoin pour maintenir cet ordre propriétaire qui est fondé sur le mariage monogamique et sur la transmission de l'héritage. C'est un complément nécessaire. Donc, elle a vraiment une critique du faux moralisme, du moralisme hypocrite de la bourgeoisie vis-à-vis de la prostitution. Malgré tout, la prostitution ne saurait jamais, ne saurait jamais être considérée comme un travail chez Kollontai. Elle n'a pas cette vision-là. La question serait de savoir qui l'avait vraiment à l'époque. Il y en a, mais c'est sûr que ça ne devait pas être le plus courant. Et qu'elle a une thèse alors très critiquable au départ. Elle dit les prostituées sont des déserteuses du travail. Or, dans la société communiste, il faut travailler. D'accord. Mais malgré tout, elle dit, ça on critique, malgré tout, elle dit dans le même temps, mais au fond, c'est des déserteuses du travail, comme les femmes mariées qui ne travaillent pas. D'accord. Donc, elle n'isole pas. Et en fait, c'est la même chose. Les personnes qui ne travaillent pas, ça ne va pas. Et une femme entretenue, c'est sa formule, une femme entretenue par son mari, en fait,
elle doit être jugée de la même, elle devrait en tout cas être D'accord. jugée de la même manière. Donc c'est un peu la vision de Kollontai qui ne fait pas une distinction. Donc tout à fait critiquable, mais avec tout en gardant les singularités de sa position. Mais là, vous dites que là, ça ligne sur le biopouvoir productiviste, réactionnaire, voire contre-révolutionnaire. C'est quoi, grosso modo? C'est quoi ce biopouvoir réactionnaire? C'est pas réactionnaire, c'est qu'en gros, elle a des arguments anti-malthusiens. Il ne faut pas réduire la population. La société soviétique a besoin de nouveaux membres et de futurs nouveaux travailleurs et des gens capables de se battre aussi, parfois. Et que donc, il faut produire. Et qu'on peut très bien considérer la reproduction comme une production d'enfants pour la patrie communiste. D'accord. Or, il y a une obligation pour Kollontai de produire, pour les femmes, de produire des enfants, déjà. Un devoir de maternité. D'accord. Voilà, pose sérieusement problème. Avec la thèse qui est sans doute la plus problématique dans toute l'œuvre de Kollontai, selon nous, en tout cas, c'est un moment où elle dit pendant la grossesse, la femme cesse de s'appartenir à elle-même, elle est au service de la collectivité. D'accord. Donc une dépossession vraiment qui en fait une machine productive d'enfants, et ça c'est une partie de Kollontai qu'on n'a pas cherché à masquer, qui est souvent mis de côté pour regarder que les aspects plus positifs. Il était question de Hélène Carrère d'Ancos tout à l'heure, juste pour dire un mot, qui a écrit une biographie de Kollontai 2 ans avant. La spécificité de Carrère d'Ancos, c'est qu'elle s'est beaucoup intéressée, c'est presque la moitié du livre, à la carrière de diplomate de Kollontai, dont on parle très peu, parce que quand elle devient diplomate, quand elle est obligée, elle a un peu écarté, quoi. Pour Carrère d'Ancos, c'était formidable, c'est la première femme ambassadrice du monde, mais à vrai dire, Kollontai a quitté la Russie à contre-cœur, et ça signe la fin de ses ambitions révolutionnaires. C'est une manière de l'écarter. Elle a pris son travail au sérieux de diplomate, mais c'est pas la période la plus faste de sa vie, y compris pour elle-même. C'était moins documenté, donc on peut comprendre l'intérêt qu'il y a eu à faire ça, mais c'est pas du tout ce qu'on... Et puis il n'est plus question de féminisme, c'est abandon quasiment du féminisme après son départ, et des concessions aussi faites à Staline. Elle a pu faire quelques voyages en Union soviétique sans se faire liquider, ce qui montre... Moi, je pense que j'aurais fait des concessions aussi à cette époque à Staline. Je pense que j'aurais dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, je suis diplomate. Tous les autres ont été liquidés. Premier gouvernement. Elle était dans le premier gouvernement soviétique. Je ne sais pas si... je dis peut-être des bêtises, mais je me demande si ce n'est pas la seule à avoir survécu au stalinisme du premier gouvernement soviétique, à part ceux qui sont morts aussi, de mort naturelle. Mais et aussi sur le biopouvoir, donc on voit que parfois ça va loin, c'est l'idée que même les relations, les sexualités trop débridées, il faut les critiquer parce que le travailleur perdrait son énergie plutôt que la mettre sur le travail. Et c'est aussi ça qui, parce qu'on rappelle que c'était l'une des premières nations à avoir autorisé l'avortement, et c'est ça qui va légitimer l'interdiction de l'avortement. Pas elle, elle est pour non, mais pas Kollontai, mais Staline et le... c'est des arguments... alors ça, je connais moins bien, mais... Comment... Alors si il y a des arguments hygiénistes et moralistes à la fois. Et une défense de la famille, parce que pour des arguments soi-disant stratégiques, en disant que la population ne sera pas prête à accueillir... C'est pas Kollontai, ça sera après. Ses adversaires n'est pas prête à accueillir ça. Et que c'est trop violent. Même Trotsky, après... sur ces questions-là, Trotsky qui est pour d'ailleurs, la plupart des bolcheviks sont pour l'abolition des tâches domestiques. Trotsky l'est aussi, mais ils se disent, après la guerre civile, donc vers 1920, quand c'est fini, la guerre civile soviétique, ils disent, c'est pas le moment de faire des trop grosses expérimentations, la population va se retourner contre nous, on va y aller mollo. Kollontai a dit, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc elle était et même avec la révolution internationale, révolution mondiale, elle avait dire faut le faire maintenant. En fait, Kollontai, il y a même un truc, il dit on a fait Lénine disait il faut faire la guerre impérialiste, faut la transformer en Russie en guerre civile révolutionnaire. Il y avait personne ou presque pour le suivre. Il était complètement en minorité. Kollontai l'a suivi au départ alors qu'il était pacifiste. Et après tout le monde lâche ça. Il y a Brest-Litovsk, que traité de paix avec l'Allemagne et tout. Et Kollontai a dit non mais en fait on est en train d'abandonner tous les principes. Faut déclencher la guerre civile révolutionnaire à l'échelle de toute l'Europe. Bon, là, elle n'avait plus personne avec elle. Mais voilà la position
La plus radicale, bon, j'ai oublié ta question à la base. C'était sur le biopouvoir et l'interdiction de l'avortement, mais... Non, mais là, l'avortement, même chez Kollontai, chez les bolcheviks, la légalisation de l'avortement n'est pas faite pour des raisons d'émancipation des femmes dès le départ. C'est des questions d'hygiène et de droit. Enfin, il n'y a pas d'argument chez Kollontai non plus. De liberté l'avortement, c'est pas une bonne chose. Bah, surtout chez quelqu'un qui dit qu'il faut produire des enfants. Ouais. Malgré tout, ça pose des problèmes d'hygiène. Ça crée des situations intolérables où des femmes sont incapables de nourrir leurs enfants. Et là, et dans une situation où il n'y a pas encore de prise en charge par la collectivité possible. Donc, il faut le faire. C'est pas bien, mais il faut le faire. Il n'y a pas beaucoup plus que ça à cette époque-là sur l'avortement, parce que... Et ça, c'était aussi pour casser un peu une image idyllique de Kollontai. Il y aurait en gros les moralistes et les hygiénistes, d'un côté, et de l'autre, ceux d'une partisane surtout d'un amour libre, et qui laisse de côté ces questions d'hygiène et tout. En fait, les arguments hygiénistes, ils sont des deux côtés. D'accord, oui. Et même l'amour libre chez Kollontai, c'est aussi une question d'hygiène, c'est bon pour la santé. Elle le dit. Donc, et en fait, c'est pas un critère de séparation. L'hygiénisme, c'est quelque chose de très scientifique à l'époque-là, ça joue. C'est aussi un contexte où quand même les maladies vénériennes et ce chose-là, c'est un vrai problème. Enfin, il y a un vrai problème de santé. Lénine lui-même disait la santé, c'est un enjeu révolutionnaire à part entière, c'est une question révolutionnaire. Donc là encore un peu de contextualisation, mais voilà, qui n'absout pas Kollontai de certaines prises de position. Et juste pour finir, on voit que c'est comme avec les questions nationales, antiracistes et tout, on voit que ça a été quand même difficile pour elle chez les bolcheviks, qu'elle a dû s'imposer, que c'était vu comme il y avait beaucoup d'angles morts. Et elle a dû affronter même les dirigeants bolcheviks qui avaient un peu une sorte de mépris, non? Ou qui renvoyaient ça à des questions petites bourgeoises. Même chez Lénine, il y avait un peu un truc un peu une défense du patriarcat chez les bolcheviks. Elle a dû affronter à peu près tout le monde. Et des hommes et parfois des femmes aussi. Hein, oui, c'était Zetkin, non? Zetkin. Non, Zetkin était clairement de son côté, mais n'avait pas spécialement de thèse sur le droit des femmes. D'accord, Elle était de son côté, mais n'avait pas spécialement de thèse sur la question de l'amour libre, qu'elle pensait assez secondaire. Non, des personnages moins connus, dont Krupskaya, à une certaine époque, la femme de Lénine après la mort de Lénine, mais donc affronter en permanence les bolcheviks, et malgré tout, elle a eu le soutien de certains. Enfin, il y a différents types d'opposition. Sur la question de la remise en question des tâches domestiques, elle avait du soutien, d'une grande partie même. Et sur la question, et un grand lieu de combat, objet de combat, c'est la création du Génotdel, du département des femmes, et un département, on revient à la question de l'autonomie, qui défendait l'autonomie des organisations féministes non annexées directement aux organisations de lutte des classes. Et ça, elle a été soutenue au bout d'un moment par Lénine et par quelques autres qui jouent un grand rôle de ce point de vue-là. Et c'est un des grands combats de Kollontai depuis 1905, depuis la révolution avortée de 1905, c'est de dire il faut des organisations féministes, si possible, même plus que si possible, dirigées par des femmes ou gérées par des femmes. Avec une forme d'autonomie. Voilà, autonomie, auto-émancipation, avec à peu près la même thèse que sur les questions raciales dont je parlais tout à l'heure. Cette organisation où la question de l'émancipation des femmes est partie intégrante de la révolution, mais encore une fois, partie autonome. Il faut tenir les deux ensemble, autonomie et interrelation. Et je pense que dans les combats, dans les marxismes minoritaires, c'est ce qui les distingue, soit de positions marxistes orthodoxes, soit de positions qui sortent complètement du marxisme. Réussir les deux ensemble, comment quelque chose peut être partie intégrante et en même temps doué d'autonomie. Oui, parce qu'en plus, alors parfois on disait qu'elle s'occupait de questions petites bourgeoises, surtout sur les relations amoureuses, mais en fait, il y a la question de l'autonomie, mais pour elle, la résolution contre le patriarcat et la libération des femmes ne peut passer que par la révolution aussi communiste. C'est pas parce qu'elle est dans une autonomie qu'elle renie la priorité de la révolution communiste. Non, mais ça marche dans les deux sens. Ouais. C'est qu'à un moment, elle dit, et ça, elle le dit dès le départ, il n'y aura pas de...
d'émancipation des femmes sans révolution communiste, ça ira pas, parce que de toute façon, il faut un modèle communiste de l'amour elle-même. Enfin, c'est logique, l'amour libre, et l'amour libre, c'est du communisme. Donc on va pas rêver d'amour libre en contexte capitaliste. Elle va même dire, l'amour libre en contexte capitaliste, il y a des expérimentations, mais c'est source de souffrance. Parce que rien n'est fait pour accueillir ça et pour que ça soit vécu sans tiraillement de... Là, mais chez elle, à la fin, et de plus en plus, elle va dire ça marche dans les deux sens. En fait, il faut des expérimentations en matière d'amour et en matière de relations parentales, parce que le communisme, c'est pas qu'une question économique ou politique, c'est une question qui touche aux relations affectives les plus élémentaires, et donc elle se joue aussi sur ce plan-là. Et tout ce qui va être expérimenté sur ce plan-là va avoir des effets en retour sur la construction du communisme au sens le plus classique, donc un mouvement à double sens, avec cette thèse chez Kollontai que, en l'occurrence, sur le communisme amoureux, c'est les femmes qui seront à l'avant-garde, pour des raisons très simples, c'est elles qui souffrent le plus des relations conjugales et de la propriété en amour. Les autres, ils ont des portes de sortie, hein, les hommes, et elle le dit, je le vois dans le... Il y a plein de critiques plus ou moins voilées des hommes du Parti communiste. Il dit, il y en a qui sont communistes en politique, mais c'est vraiment des bourgeois en amour en permanence. Ils gardent leurs femmes à la maison. Et en fait, il dit, il y a que les femmes seront les premières en tête de ligne. Ça veut pas dire que Kollontai a pour autant des thèses sur la non-mixité, même si elle était en faveur de réunions non-mixtes. Oui, mais pour elle, c'est plus les femmes qui ont intérêt à mener à bout cette libération. Les deux ont intérêt, les hommes aussi, parce que sans le savoir, ils sont complètement mutilés par ces relations-là, mais ils s'en rendent pas compte. Enfin, et justement, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont mutilés par des relations qui les privilégient quand même. D'accord. Ils ont des privilèges, mais des privilèges dont ils comprennent même pas qu'ils vont à l'encontre de leur propre épanouissement. Tandis que les autres le savent. Alors, une dernière sur ça, mais parce que ça m'a fait penser à ça sur Mangue, c'est que Kollontai aussi vous montrer que c'est aussi l'une des précurseuses sur certains aspects du féminisme civilisationnel, notamment à l'égard des femmes musulmanes. Ouais, c'est quand elle prend en main quand elle prend la tête du département des femmes, le Génote d'elle, qui avait été au départ dirigé par Inessa Armand, qui était l'amante de Lénine, qui a vécu l'amour libre. Voilà. Lénine était le premier, alors elle disait c'est un hypocrite, je ne le reconnais pas. Bon, bref, elle prend ça, et une des premières missions qu'elle se donne, c'est d'étendre la révolution féministe aux périphéries de l'Empire ou l'ex-Empire russe, peu importe comment on l'appelle, et aux femmes musulmanes en particulier, avec une vision extrêmement orientaliste, eurocentrée, de femmes blanches qui doivent libérer les femmes musulmanes opprimées par leurs hommes musulmans, donc retourner les femmes contre les hommes, stratégie que les Français ont bien pratiquée en Algérie aussi, qui n'ont rien d'absolument original, mais là c'était quand même une première, avec une visée quand même qui n'était pas celle des Françaises en Algérie, qui avait quand même une intention émancipatrice à la fin, qui est complètement plus sincère. Enfin, mais avec quand même cette idée qu'elle, qui n'a pas cessé de défendre l'auto-émancipation, elle pense quelque chose qui est plus de l'ordre de l'hétéro-émancipation. C'est des femmes blanches, oui, qui vont émanciper les femmes musulmanes, même si ça se développe aussi. Elle veut fonder des clubs, des choses comme ça, répliquer les organisations féministes blanches telles qu'elles avaient existé en féministe marxiste. Enfin, c'est tout le problème avec Kollontai, c'est que le mot féminisme, elle-même l'utilise pas parce que féministe, ça veut dire bourgeois à l'époque. C'est ceux qui font passer qui pensent qu'il peut y avoir une alliance des femmes au-dessus des classes. Donc ça veut dire ça, féministe, elle s'approprie pas le terme. A posteriori, on peut dire que c'est du féministe socialiste, du féministe marxiste. Et donc elle fait ça. Malgré tout, voilà, il y a ça. C'est une sorte de prolétariat de substitution, les femmes musulmanes, pour les jouer contre les hommes. C'était aussi des prises de risque qu'on peut juger un peu folles. C'est qu'il y a des femmes du Génote d'elle, elles vivaient dans des conditions pas possibles, très difficiles. Et plus, il y a eu des meurtres de femmes du département
D'accord, ah oui. Les femmes, mais on n'en est pas au stade de Staline avec des campagnes de dévoilement. Hein, Oui. dans les années 20, c'est pas la même chose, campagne de Ah, je savais dévoilement. pas qu'il avait fait des campagnes de Ah si, dévoilement. le D'accord. Hujum, je crois, ça s'appelle en langue turcique. Grosse D'accord. campagne de développement, de développement. De dévoilement. Oui, se tient à partir- au nom du développement D'accord. de chez Staline dans les années 20. Là, c'est un tout autre D'accord. niveau, mais Kollontai déjà rêvait. En fait, ils n'arrivent pas à imaginer, et Kollontai non plus, l'émancipation des femmes musulmanes au-delà d'un geste de dévoilement. Ils s'imaginent des femmes venant à Moscou et devant une estrade, c'est la même chose, se dévoilant publiquement. D'accord. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ont pratiqué les Français en Algérie pendant la D'accord. guerre. Mais bon. Eh ben écoute, moi je te propose de terminer avec un petit jeu. Tu vas noter des penseurs, noter des marxistes. Alors, marxistes au sens large, on verra. Et tu vas les noter sur 5, sachant que c'est une note totalement subjective. Parce que toi, tu as apprécié, quel est ton rapport avec lui, voilà. Donc il y en a 12, et tu me dis quelques mots dessus, pourquoi cette note, ça te va ? Eh ben vas-y, on y va. On commence avec. Alors il y a plus je crois qu'on n'apparaît plus à l'écran. Je crois qu'il y a un petit bug, mais je vais voir s'il règle ça. Si vous apparaissez, c'est juste sur l'écran. Ah d'accord, ça marche. Ok. Donc là, c'est Louis Althusser. Ton rapport avec Louis Althusser ? Bon, c'est important le premier parce qu'il va fixer la note. D'accord. Entre 1 et 5, tu m'as dit. Ouais, entre 1 et 5. Il ne faut pas que je mette trop haut parce que sinon ça va. Ça va biaiser le reste ? On va mettre. C'est très difficile. Hein, on va mettre 3. 3 ? Qu'est-ce que t'en penses d'Althusser ? 3, je ne suis pas un énorme lecteur. J'aime beaucoup lire. Déjà lire Le Capital et pour Marx. Ouais. Des textes importants. Je pense qu'un peu de structuralisme dans le marxisme n'a jamais fait trop de mal. C'est bien. Je pense que c'est très bien pour la pratique de la théorie, beaucoup moins pour la pratique tout court. Ouais. Ce qu'a pu représenter Althusser, notamment pendant et après mai 68, où je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en garder. Et c'est aussi il a écrit un très bon livre sur Lénine. Oui, je l'aime beaucoup. Mais il est assez court en plus sur Lénine. Court, voilà. Sur le Lénine philosophe. Donc oui, quand même. D'accord. Important. Parce que ça fait partie des gens qui sont un peu discrédités aujourd'hui, alors que je trouve que on le lit pas assez. C'est cool, Althusser. On continue. José Carlos Mariátegui, il a juste écrit Mariat. C'est bien. Mariátegui, 5 sur 5. 5 sur 5, ah ouais. Parce que c'est le premier grand marxiste latino-américain, péruvien. Ouais. Parce que c'est aussi des choses sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai un peu travaillé, on avait fait, mais on n'a pas poussé plus loin avec Paul Guélibert. C'est un des premiers à reprendre, à développer l'idée que le socialisme en Amérique latine, en tout cas en Pérou, doit se baser sur la commune rurale, agraire, et revitaliser des formes de communisme primitif. Alors vraiment un effort de mise en situation, de réintégration du marxisme dans le bain latino-américain, avec cette idée d'un féodalisme persistant, donc extrêmement original, formé aussi en partie en Europe avec un voyage en Italie. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut lire. Les 7 essais sur la réalité péruvienne, c'est formidable. Alors, présenté parfois, et je ne refais pas du Platon noir, mais comme un équivalent au niveau de l'amplitude des connaissances dans le marxisme et littéraire, des références à quelqu'un comme Gramsci. D'accord. Mais nous, on fait souvent l'éloge de Mariátegui. Il y a Tariq qui avait écrit plusieurs articles. Il y en a un sur la revue Nous, et il y a aussi, si vous retrouvez la vidéo sur Parole d'honneur, vous avez fait l'éloge de José Carlos Mariátegui. Et donc oui, nous, c'était l'une des premières fois. Il y a vraiment une adaptation assumée du marxisme à une situation concrète en Amérique du Sud. Il faut lire quand on lit l'espagnol. Il y a tout. Lui, il lit l'espagnol, Tariq, donc c'était ça son avantage. On continue. Jacques Rancière, qui était élève de Althusser. 4 sur 5, parce qu'il a écrit un livre que j'adore qui s'appelle La leçon d'Althusser. Qui est vraiment d'une finesse incroyable. J'aime beaucoup, j'ai pas énormément lu le Rancière. Ça fait beaucoup, des 30-40 dernières années. Moi, le Rancière que je préfère, c'est le premier. C'est pas très... les Rancières des années 70, de la revue Les Révoltes Logiques, entièrement disponible en ligne, avec des articles incroyables de Rancière, notamment un sur les intellectuels, où il y a une photo, je me souviens de Foucault, Sartre et Glucksmann. Il fait de l'analyse d'image d'un mouvement révolutionnaire, d'un mouvement. À partir de ça, c'est un travail collectif à partir d'archives minoritaires. C'est formidable. Il a écrit Le philosophe et ses pauvres, c'est des grands livres, et il est toujours... il avait
invité quand j'étais à Paris 8 à parler de ça. Il avait été très Devient disponible. vieux. C'est pas un, comment dire, c'est pas un philosophe qui joue sur l'érudition. Il D'accord. joue sur la réflexion. Et j'ai pas l'impression qu'il a jamais joué sur l'érudition et les connaissances. Il les a sans doute, mais c'est pas quelque chose qui met en avant. D'ailleurs, parce que là, je pense à Althusser et Jacques Rancière, lire Le Capital. Est-ce que pour toi, c'est un incontournable ou on peut s'en passer? Moi, j'avais lu, c'est un incontournable pour moi, mais du point de vue théorique. D'accord. Théoriquement incontournable, pour le reste. Ouais, voilà. on peut s'en passer Ouais. si on s'intéresse pas. Ben, on continue, donc 4 sur 5, Rancière. Théodore, Théodore Adorno. Combien Althusser? Elle est 3 sur 5 Il également. a eu 4 sur 5, Althusser 3 sur 5. Adorno, 3 sur 5. Si ça avait été il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, j'aurais sûrement mis 1 ou 2 parce que je n'arrivais pas à le lire, je ne comprenais pas l'intérêt d'Adorno. Il y a un texte malgré tout que j'ai relu, qui est formidable aussi, mais par la subtilité de l'argument, par le type de raisonnement qui est la dialectique de la raison, qui explique l'autodestruction de la raison avec, occidentale avec Horkheimer. Oui, mais tu lis ça, t'es en mode oui, ok. T'es Ouais. pessimiste, ok. T'es en mode, et voilà, il y a un pessimisme fondamental, super. il y a un pessimisme de plus en plus prononcé. Mais qui se comprend à l'époque. Mais... Voilà, bon, je vais m'arrêter là. C'est pour quelques textes que je le garde. Je suis pas un spécialiste. Je pense que beaucoup des textes sont beaucoup trop plus complexes que les choses que j'ai envie de lire. Ne m'intéresse pas plus que ça. Après, sur le point de vue révolutionnaire, je suis pas sûr que ça soit le premier à lire. Et d'ailleurs, l'école de Francfort, t'en penses quoi, vite fait? Est-ce que ça t'intéresse ou Alors, j'imagine pas là les dernières où c'était. Ouais, non, pas Habermas, c'est pas les autres, les théoriciens de la reconnaissance, je les lis pas, mais les premiers, Horkheimer, oui, les textes Horkheimer, Adorno, Benjamin si on le met dedans, Marcuse, des figures plus périphériques, moins dedans des gens comme, j'arrive pas à retrouver son nom, Krakauer, c'est formidable les textes de Krakauer sur le cinéma par exemple. D'accord. Mais voilà, est-ce qu'on est dans le marxisme ou pas? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat chez Marcuse. Pour moi, c'est vraiment tout le travail sur la personnalité autoritaire de l'école de Francfort pour comprendre le fascisme et peut-être pour comprendre le néofascisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense que c'est des lectures. Voilà. Et puis, un mélange de philosophie et de sociologie qui était inédit. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je les lis ponctuellement. Benjamin pour la philosophie surtout les de premiers, l'histoire. pas les derniers, vous pouvez les oublier. On continue. Jörg Lukács. Le Lukács orthodoxe à partir des années, je ne sais pas quand il devient, mais non, fin des années 20. Le Lukács Histoire et conscience de classe, qui est un grand texte de théorie marxiste, notamment le chapitre sur le point de vue du prolétariat, qui est déjà une théorie qui m'intéresse beaucoup du point de vue situé dans le marxisme, qui explique en gros pourquoi le prolétariat est le mieux placé, le mieux situé pour comprendre la société dans son intégralité. Et ce qui se joue. Le Lukács du livre sur Lénine, encore, qui est un très bon livre. Le Lukács, qu'on ne connaît pas trop, mais qui a participé à la révolution hongroise, avorté. Et voilà. Donc tu lui donnes combien? Je lui ai donné 4. 4 Ça me... Petit point. Donc oui, mais toi, c'est plutôt à la fin de sa vie qu'il devient orthodoxe ou Non, son livre sur l'existentialisme, c'est nul. D'accord. Ok. Et j'aime pas trop le Lukács, mais peut-être parce que je n'ai pas lu de l'ontologie sociale. Je sais que je connais des amis qui sont sans doute plus intéressants que ce que j'ai pu en dire, mais c'est pas ce que j'ai envie de lire dans l'immédiat. D'accord. On continue. Costellus, Castoriadis. Cornelius. Ah, Cornelius, pardon. Les gens, il y a plein de fautes, c'est parce qu'on n'a pas revérifié. J'ai envoyé par le message et Milan, il a fait ça il y a 1 heure, le pauvre. Donc, il n'a pas eu le temps de vérifier. Cornelius. Donc, Castoriadis. 1 sur 5. 1 sur 5, c'est quelqu'un que je n'arrive absolument pas à lire, que je trouve... Et pourtant, il est réputé chez les ultra-gauchistes, quoi. Je comprends pas qu'est-ce qu'il trouve chez lui. Moi, il y a le côté islamophobe qui me gêne. Un peu. Ces trucs sur l'imaginaire... il y a des auteurs, parfois, qu'on n'arrive pas à lire, enfin, qu'on n'arrive pas à trouver intéressants. Moi, je l'ai lu. Alors si, j'aurais pu 2 aller pour Socialisme ou Barbarie et le début. J'ai retravaillé sur Castoriadis, mais... un Castoriadis qui devait renier ce Castoriadis à la fin, qui est le Castoriadis, renié ou complètement relativisé de Socialisme ou Barbarie, qui a écrit des bons textes et qui notamment a contribué à
publié des récits d'ouvriers en première personne. D'accord. Voilà, qui était lié à l'organisation, je ne sais pas pourquoi je perds son nom, de James, un peu équivalente de CLR James, Raya Dunayevskaya et D'accord. d'autres aux États-Unis. Mais il s'embrouille avec James, c'est peut-être pour ça que j'aime pas. Je pense pas qu'il était, voilà, il a vite tourné Ouais. Donc de manière pas très intéressante. Ouais, voilà. En gros, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc 1. Allez, 1. On rappelle, c'est subjectif. Hein. C'est complètement subjectif et parfois c'est basé sur un peu d'ignorance. Oui, voilà, aussi. sur ce que tu as. On continue. Daniel, je crois que c'est Daniel Ben Saïd, le suivant. Voilà, c'est ça. Daniel Ben Saïd, bon, on va mettre 4 sur 5. Ouais. Figure de militant universitaire comme il y en a pu, qui a enseigné à Paris 8, où j'ai quand même passé 8 ans. Bon, c'était pas la même période, mais personne très respectée, qui a impliqué dans le département, mais aussi dans la vie d'un département de philosophie et dans le milieu militant. Militant, ouais, je vois Contre-temps et tout, c'est quand même une figure importante. Qui a moins publié pour ces raisons que d'autres, mais qui a publié, par exemple, Marx l'intempestif, qui est un très beau livre sur Marx et la philosophie du temps historique chez Marx, donc très fort aussi théoriquement. Donc c'est pas juste le militant, c'est un militant qui avait beaucoup de choses à dire et qui avait une lecture aiguisée de Marx et pas mal en avance sur certains points, des choses qu'on relit plutôt aujourd'hui. Oui, c'est encore actuel, c'est encore à lire, Daniel Ben Saïd. Marx intempestif, surtout, j'ai pas tout lu, hein, mais ça c'est... Donc 4 sur 5 ? Ouais, allez. Attends, le seul que tu as mis 5, oui, c'est José Carlos Maratea qui t'a mis 5, c'est bien. On continue. Herbert Marcuse. Je vais mettre 4 aussi. Ouais. J'ai beaucoup de respect, on va dire, pour les textes de Marcuse et aussi parce que c'est des textes qui sont considérés comme has-been souvent. Ah ouais ? Aujourd'hui. Ouais. Ou alors ça a rechangé depuis. Hein. Ça, je sais pas, mais c'est des choses qu'on lit... c'est moins discuté aujourd'hui. C'est des choses qu'on lit plus. Alors comme ceux qu'on lit plus, tout d'un coup, ils ont plus la cote et on caricature ce qu'ils ont dit. Une pensée bien plus complexe que ce qu'on imagine. Eros et civilisation, même l'homme unidimensionnel. Alors c'est des livres importants. C'est quelqu'un qui a été très important pour la redécouverte de Hegel et la marxianisation de Hegel, enfin du doublet Hegel-Marx, qui est fondamental pour le développement d'un certain marxisme. Ouais. C'est un des principaux acteurs de ça. Sur la question beaucoup plus près qu'un Adorno, évidemment, des luttes étudiantes, en particulier dans les années 60. Proche aussi, quelqu'un qui défend Angela Davis. Hein. Il a formé Angela Davis en Allemagne, qui la défend quand elle va en prison. Donc, voilà, vraiment sur le front, quelqu'un de respect. C'est pas ma première référence philosophique et théorique, mais c'est quelqu'un. Voilà. Ok, il en reste 4. Alors, on fait Georges Sorel. Georges Sorel. 2, allez. Parce qu'il tourne fasciste quand même. Voilà. Et avant la période fasciste, il y avait des... Ces réflexions sur le rôle du mythe ou d'une fabrication d'une mythologie dans les mouvements révolutionnaires est intéressant parce que Hannah Arendt s'est acharnée contre Sartre et Fanon en disant que c'était des Soréliens, donc des vitalistes. Soréliens, attention. Soréliens, ce qui voulait dire, ce qui était un peu une insulte. Et qu'en fait, dans le travail sur Fanon, j'ai montré qu'il y avait en effet des liens entre Fanon et Sorel, mais qui méritaient d'être travaillés. Bon, et d'être lu sérieusement. C'est une figure très ambivalente, c'est pour ça que pas plus, mais c'est une figure importante aussi. Oui, moi je l'ai vu parfois mobilisé par l'extrême droite. C'est pour ça, jamais lu un Sorel. Hein. Mais je sais que c'est aussi mobilisé parfois par l'extrême droite, mais ce qui ne veut pas dire que c'est forcément d'extrême droite. Mais voilà quoi. Oui, non, mais il a une partie. Je vois pourquoi ça peut être mobilisé par l'extrême droite, notamment sur la question du mythe. En fait, il faut fabriquer des. Les nazis avaient été assez forts. Et c'est encore repris par des droites radicales, extrême droite aujourd'hui. Hein, cette question, il faut faire des mythes. Il y a toute une autre lecture du mythe, mais Les 3 derniers suivants, Mao. Mao, bon, je peux pas, je sais pas quoi lui mettre. Ça, allez, attention, un héritage politique qui est un peu lourd. Je sais pas. En fait, il devrait pas. Je m'abstiens. Tu t'abstiens ? Je m'abstiens, mais j'ai déjà dit tout à l'heure que pour la
sorte de cynisation du marxisme et une pensée de la guérilla. Il pourrait y avoir des JAP ou des Vietnamiens là-dedans, ça aurait été plus facile, ou Che Guevara. Ouais. Mais l'héritage des pensées de la guérilla ou peut-être en Palestine aussi, les Fédayines à l'époque, mais c'est un héritage qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, ce n'est pas le plus actuel, on ne voit pas les mouvements, mais au sein du marxisme, c'est quelque chose qui a été important. Donc voilà, Mao est laissé de côté. Ici, on est maoïste, je lui ai mis 4. Il en reste 2, il me semble. L'ennemi de Lénine. Alors, pas pour le débat Rosa Luxembourg, 4. Malgré le débat. Oui, parce que il ne faut pas réduire ça aussi au débat avec Lénine, quoi, Rosa Luxembourg. L'accumulation du capital, vraiment que pour celui-là. Enfin, pas que pour celui-là, mais principalement pour celui-là, l'accumulation du capital, qui est un grand livre de réflexion sur l'impérialisme, un des grands ouvrages sur l'impérialisme du marxisme, peut-être le plus important. Lénine n'a rien produit de ce type-là. D'accord. Et sur l'idée que le capitalisme doit toujours... Alors, bien sûr, c'est contesté aujourd'hui, là, le modèle, mais doit toujours ingérer des territoires non capitalistes. Donc, il faut toujours un dehors non capitaliste au capitaliste dont il doit se nourrir pour l'ingérer et l'intégrer à sa sphère. Et voilà, c'est cette nécessité d'un dehors et la nécessité de l'impérialisme. Condition de survie du capitalisme. Donc 4. Et ces théories de l'effondrement. Même si, là aussi, on peut le remettre en cause, mais une grande... Et Lénine en aurait une aussi, une théorie de l'effondrement du capitalisme qu'il faudrait peut-être à nouveau avoir. Aussi dans sa phase, pas seulement subjective, mais objective, en fait. D'accord. Et on termine, il me semble qu'il y en a un dernier, il l'a oublié. Ah non, c'est bon. Cédric, il a oublié le N. Cédric Robinson. Juste un mot sur Sorel. Tu disais que Sorel a été lu par l'extrême droite, mais Gramsci est lu par l'extrême droite, Alain de Benoît et tout. Et bien sûr, il faut le lire quasiment pour cette raison-là. Bon, chez Sorel, c'est plus ambigu. Lui-même avait un... Mais il y a des marxistes lus par l'extrême droite. Et, c'est pas pour ça qu'ils sont tout à rejeter. Je rappelle, le pauvre Milan, il n'a pas eu trop le temps de finir le truc. Donc Cédric Robinson, alors là, pas vraiment marxiste, critique plutôt... Ouais, il y a 2 Robinson dans son livre sur le capitalisme racial. Déjà, Édition Entremonde, les gens. Édition Entremonde. Déjà, il introduit une théorie du capitalisme racial. Il fait entrer le terme dans le débat américain au départ. Après, la traduction française, elle vient 40 ans après. Donc, c'est déjà pas rien. Il a une relecture de... Ça, c'est la meilleure partie pour moi de son livre sur James, Du Bois et... il m'en manque un. Et Richard Wright. D'accord. Dont on aurait pu discuter aussi, mais qui n'est pas même si ce n'est plus un marxiste au bout d'un moment. Donc, l'importance d'un livre comme Black Marxism, pardon, qui est Marxisme un gros pavé, noir, qui est un gros pavé pour le rôle qu'il a joué, parce qu'il y a plein de débats possibles, même si on n'est pas d'accord avec lui, avec son manière de penser chez Robinson, qu'en fait, quasiment le marxisme est incapable de dépasser de l'intérieur son eurocentrisme et qu'il faut aller puiser ailleurs. Je pense que d'ailleurs ces 2 phrases ne vont pas forcément ensemble. On peut aller sentir la nécessité de puiser ailleurs, mais tout en disant qu'il y a le marxisme a des moyens de se reconfigurer, de se redéfinir pour dépasser ce qui était véritablement certains écueils. D'accord. Et tu lui mets combien alors ? 4. Ah oui, d'accord, 4 sur 5. Non, allez, 3, parce que 3, allez. Il a été aussi, juste la traduction, c'est Selim Nedi et... j'ai oublié... Et Charles... Non, c'est pas... Sophie Coudray. Sophie Coudray qui ont traduit ce livre aux éditions Entremonde, donc n'hésitez pas si vous intéresse. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Je rappelle tes livres. Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale, édition Amsterdam. L'Amérique de John Locke, l'expansion coloniale de la philosophie européenne, édition Amsterdam. C.L.R. James, la vie révolutionnaire d'un Platon noir, la découverte. L'empire de la révolution, Lénine et les musulmans de Russie, Sileps. W.E.B. Du Bois, double conscience et conditions raciales, aux éditions Amsterdam, avec Magali Besson. Besson, c'est ça, hein ? Kollontai, défaire la famille, refaire l'amour, aux éditions La Fabrique. Et enfin... le plus complexe, Maître et esclave, qui est Maître et esclave, archive du laboratoire d'analyse des mythologiques de la modernité, aux presses du réel. J'ai rien oublié ?
T'as rien oublié. Eh ben, écoute, Merci beaucoup. merci beaucoup à toi, Merci. Mathieu. Merci beaucoup. Merci les gens. Merci pour le soutien. J'ai pas dit merci pour les dons et tout, mais il y en a eu pas mal. N'oubliez pas aussi de soutenir la page Tipeee de Zawa Prod pour qu'on puisse continuer à faire ces émissions en plateau, pour financer ce plateau. Il y a aussi, si vous voulez me soutenir, le Streamlabs. Et encore, merci à Milan et à l'équipe technique. Et pour terminer, merci à toi, Mathieu. Merci. Merci tout le monde. Merci. Salut.